Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette conférence organisée par l'association étudiante Ecocampus EMS. Nous sommes une association qui travaille sur ce campus à l'École normale supérieure, réunie face à la crise écologique pour, d'une part, mettre en œuvre des solutions très concrètes sur notre campus, mais aussi pour faire vivre une réflexion. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de lancer ce cycle de conférences dans le cadre duquel nous avons l'honneur de recevoir Guillaume Martin ce soir du cabinet de conseil Belle Evolution, qui va nous parler du rapport 1,5 degré. Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur notre site web ecocampus.ens.fr et nous suivre sur Facebook, Twitter ou via une liste mail. Je vais d'abord passer la parole à David Bourguignon qui va nous faire une brève introduction et enfin nous laisserons Guillaume Martin nous parler de ses travaux. Très bonne soirée. Merci. Donc, très rapidement, pour vous donner un peu le cadre de ce cycle de conférences, je vous présente tout d'abord un petit graphique que vous connaissez peut-être, qui présente en quelque sorte les deux faces de la période dans laquelle nous sommes en train de vivre. Avec d'un côté, on pourrait dire le succès de l'espèce humaine, avec le développement évidemment de l'économie, mais également la croissance du nombre de personnes alphabétisées, la baisse de la pauvreté dans le monde, la baisse des maladies variées qui affligeaient l'humanité depuis de nombreux siècles. Et de l'autre, à droite, le tableau sans concession donc, de la dégradation de notre biosphère, de notre système vivant qui nous permet d'habiter, nous humains, la planète. Donc évidemment, les deux vont ensemble et on peut se poser la question de dans quelle mesure on a une liberté dans ce système. Quand on a démarré ce cycle, on s'est dit, en fait, on est insatisfait vis-à-vis du débat actuel parce qu'on le sent piégé entre deux alternatives. L'une que l'on pourrait qualifier de prométhéenne, qui est un grand classique des mythologies humaines, le triomphe de l'esprit humain sur la matière, etc. etc. Autrefois, c'était les dieux, maintenant, c'est la technique qui nous permettrait de faire des choses de plus en plus incroyables. Et puis, de l'autre, le récit de la fin, de l'effondrement, de l'Apocalypse, qui est lui aussi un récit très classique et qui, finalement, est un avertissement aux vivants, aux humains vivants actuellement vis-à-vis de leur comportement et des conséquences de leurs actes. Alors, c'est très bien, c'est intéressant ces deux récits, mais ils nous emprisonnent, en fait. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a plein de récits qui sont entre ces récits et qui sont tout aussi intéressants. Donc ce soir, on va entendre un spécialiste des questions de scénarios climatiques. Mais avant ça, je voudrais juste vous faire réfléchir quelques instants à quelques idées. La manière dont aujourd'hui les choses se passent, donc c'est un petit peu résumé par ce graphique. C'est un temps extraordinairement long entre d'un côté, donc en étape 1, la découverte scientifique, on va dire la production de savoir scientifique, et puis en étape 6, l'action, enfin plutôt en 5, l'action et la réaction aux politiques mises en œuvre. Donc je ne pourrais pas vous dire combien d'années s'écoulent entre ces deux étapes, ça doit dépendre des phénomènes et des cas de figure, des secteurs envisagés, mais en tout cas c'est beaucoup trop long. Et surtout beaucoup trop long dans une période d'accélération comme la nôtre. Alors, moi j'aime bien dire qu'en fait, il faut changer de manière de voir notre vision de l'avenir. Donc, traditionnellement, on pense en anglais forecast, on pense en prévision. Donc, on écrase en fait toutes les possibilités en un point de l'avenir en disant c'est ça qui va se passer, préparons-nous, etc. Évidemment, c'est faux. Donc, on est ensuite terrifié parce qu'on s'est trompé, etc. Donc, peut-être qu'il faut changer d'approche. Alors, les Anglais ont un mot qui s'appelle le foresight, qui est sympa parce qu'on voit bien l'opposition avec forecast. En français, on pourrait dire la prospective, mais souvent, la prospective en France a été vraiment réalisée à la manière d'une science qui est un peu trompeur. Dans le foresight, on s'ouvre. En fait, on fait attention à tous les récits, à toutes les informations qui pourrait avoir une importance dans l'avenir, en étant extrêmement modeste et en se disant à soi-même, en fait, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais au moins, je me prépare à plein de choses possibles. Alors, évidemment, ça peut paraître un peu non opérationnel, dit comme ça, mais en fait,
c'est utile parce que ensuite, évidemment, on va se poser des questions de vision de là où on veut aller, et puis on va rétro-planifier, si vous voulez, pour, à partir du présent, atteindre des états intéressants. Alors tout ça est très abstrait, je suis d'accord avec vous, ça ne donne pas forcément envie, on va se dire, oulala, il nous emmène dans des trucs technocratiques. C'est vrai que c'est un peu le problème, et on va le voir ce soir avec Guillaume, donc c'est un peu le problème des scénarios, c'est que le scénario, quelque part, il parle de quelque chose qui n'existera jamais, en des termes souvent très précis, et donc il fige un peu la situation, et puis il ne permet pas l'action, en fait, parce que c'est tellement abstrait de dire qu'il faut diminuer de tant de tonnes tel truc, etc. Enfin, ça ne correspond pas forcément à la réalité de la vie des gens. Donc, moi, j'aime bien me dire qu'en fait, il faudrait changer d'outil. Alors, il y a des gens qui l'ont fait. Ça, c'est à Paris. Donc, ça, c'est le périphérique. J'imagine que vous ne vous promenez pas souvent sur le périphérique, mais enfin, si vous y êtes, voilà ce que vous voyez. C'est pas très sympa. Et donc, il y a des architectes qui se sont dit, tiens, imaginons un périphérique en 2050, alors qu'on a des problèmes climatiques très importants. Ça, c'est une exposition qui s'appelait Plus de degrés, Paris s'invente. Moi, je trouve que ça donne beaucoup plus envie de se poser des questions de mise en œuvre, de comment on va le faire, à qui on va parler, avec quelles ressources, etc. Parce que c'est une vision concrète, et on peut s'imaginer être ce passant qui regarde depuis le pont les choses. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Ça, c'est aux États-Unis, non, au Canada, pardon. C'est à Toronto. Donc c'est des plans d'amélioration de la circulation urbaine, donc avec un petit crowbar d'architecte. Déjà, ça donne envie. Puis ensuite, on peut commencer à en faire des visions plus précises. Et puis, vous avez peut-être reconnu, pour les plus férus de techniques d'entre vous, que ça, c'est les voitures, par exemple, de Waymo, la filiale de Google qui réfléchit aux questions de mobilité. Voilà, donc tout ça devient de plus en plus concret. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins, voilà, ça donne envie d'aller vers l'avenir, je trouve. Pour conclure, je dirais qu'en fait, il faut nous poser la question de chacun agir, parce qu'en fait, l'action, c'est vraiment la seule chose qu'on ait à notre disposition, et il n'y en a pas d'autre. Voilà, donc je laisse la parole à Guillaume, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Du coup, bonjour à toutes et tous. Pour me présenter, donc, je m'appelle Guillaume Martin, je travaille dans une SCOP, un cabinet de conseil en développement durable. On accompagne des entreprises et des territoires sur des sujets qui vont du climat, de la biodiversité, etc. Moi, je travaille spécifiquement sur les enjeux énergie-climat. Donc ça se traduit par des travaux, comme vous allez voir, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais aussi des choses à l'échelle beaucoup plus locale, ce qu'on appelle des plans climat, air, énergie territoriales. Et en fait, c'est à cette échelle locale qu'on a essayé de traduire un scénario 1,5 degré. On s'est aperçu que ça ne passait pas en termes de mise en œuvre, et on s'est dit, regardons ce qui se passe à l'échelle nationale quand on essaye de faire la même chose. Et donc les travaux que je vous présente aujourd'hui, c'est le résultat de cette réflexion. Et derrière, notre premier objectif, en fait, était d'outiller un petit peu les ONG pour qu'en gros, elles mettent en accord et en cohérence leur plaidoyer. Parce qu'aujourd'hui, on a des ONG, certaines ONG environnementales qui défendent le fait qu'on peut avoir un scénario 1,5 degré en mettant 20% de bio dans les cantines. Donc l'objectif était de leur dire, soit vous musclez un petit peu votre plaidoyer, soit vous revoyez à la baisse vos objectifs. Je parle aussi tout le temps de l'association Avenir Climatique, parce que si je suis un petit peu là, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est grâce à cet asso qui m'a formé aux enjeux énergie-climat, et aujourd'hui j'essaye de rendre l'ascenseur, et donc on organise plusieurs formations sur ces sujets-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. Du coup, je pense que certains d'entre vous ont dû voir ceci. D'ailleurs, qui n'a pas vu passer cette infographie? Ok, cool. Donc l'idée, c'est que nous, on avait fait nos travaux de manière assez anonyme en termes de communication. On avait dû publier ça à peu près l'année dernière, peut-être en décembre, dans la foulée du rapport du GIEC, sur le scénario 1,5 degré, et les médias s'en sont emparés à partir de février. Et c'est surtout à partir de février en fait, que l'info a circulé. Malheureusement, elle a uniquement circulé via cette infographie. Nous, notre rapport est un petit peu plus complet, et on pourra en discuter pendant la séance de débat à la fin, mais de nombreuses critiques qui ont été faites sur cette infographie
n'aurait pas été fait si les gens avaient lu réellement nos travaux par rapport à toutes les précautions qu'on avait écrites avant de publier ce genre de choses. Donc c'est en complet accès libre si ça vous intéresse. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de partir un petit peu du point de départ, qui est le dernier, enfin le rapport 1,5 degré du GIEC, qui n'est pas vraiment un rapport du GIEC en tant que tel, qui est un rapport spécial. Et après, surtout, de passer du temps sur la méthode, sur comment nous, on s'est approprié ces travaux-là et on a essayé de faire un scénario. Je présenterai évidemment le contenu du scénario, quelques mesures, mais je ne pourrai pas rentrer dans le détail de tous les secteurs, donc vous serez certainement frustrés, mais il y aura une phase de questions-réponses pour cela. Okay. Donc, le rapport 1,5. L'idée, c'est que pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les processus onusiens, le GIEC est un organisme de l'ONU. Donc c'est un regroupement de scientifiques qui est chargé par l'ONU de faire la synthèse des travaux scientifiques sur un sujet, le climat. Suite à la COP 21 à Paris, l'ONU a demandé au GIEC de faire un rapport spécial sur le scénario 1,5 degré. L'idée était de dire, décrivez-nous les impacts d'un monde à 1,5 degré et les chemins pour y arriver. Donc, le GIEC s'est mis au travail. Je reprécise tout le temps que le GIEC, ce n'est pas 3 personnes, c'est beaucoup de scientifiques, beaucoup de relectures, etc. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas avec moi que vous n'êtes pas d'accord, c'est avec ces gens-là. En tout cas, pour la présentation du rapport du GIEC, évidemment. Pas pour les travaux qui suivent. Ensuite, s'il fallait résumer le message de ce rapport, j'ai un petit dessin que j'aime bien, qui est celui-là. Mais pour détailler un petit peu plus, je vous propose quelques diapos. Alors, premièrement, le premier enseignement de ce rapport, c'est que même si 0,5 degré d'un point de vue humain, ça peut paraître pas grand-chose, à l'échelle de la biosphère et de la planète, c'est énorme. Et les différences entre un scénario 1,5 degré et un monde à 2 degrés sont énormes. Donc c'est ce qui est un petit peu résumé sur cette diapo-là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque dixième de degré compte, que chaque année qui nous retarde en termes de mise en œuvre et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, du coup, compte, et que chaque tonne de CO2 économisée, c'est des dixièmes de degré en moins en termes de réchauffement, donc des impacts en moins. Donc ça, c'est pour le cadre global en termes d'impact. J'aime bien aussi présenter ce graphique qui, pour le coup, est un petit peu moins connu que le reste. Et comme je ne vais pas en parler à partir de la diapo suivante, ça me paraît quand même assez intéressant de dire que quand on parle climat, il y a aussi plein de synergies avec tout un tas d'autres sujets. Là, vous avez ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Donc chaque ligne, c'est un sujet en particulier. Et ce qu'on voit sur cette analyse, qui est tirée du rapport, c'est qu'il y a certes des synergies, c'est-à-dire que répondre à la crise climatique, ça permet de répondre à certains objectifs de développement durable, mais il y a aussi des impacts. Et on va le voir, notamment dans la manière dont on limite l'impact et la manière dont on limite le réchauffement climatique peut avoir plus ou moins d'impact sur certains sujets. Donc là, je vous en ai surligné 3. La question de la faim et de l'alimentation, parce que quand on projette de faire des agrocarburants ou de reboiser pour faire de la séquestration, forcément, on va aller en compétition avec des terres arables qui sont dédiées aujourd'hui à l'alimentation. La question de la ressource en eau pour la même chose. Planter des arbres, ça nous demande une ressource hydraulique. De même, faire des barrages, ça nécessite de faire des retenues d'eau, etc. Et la biodiversité, et pour les mêmes sujets. Ce qui est quand même intéressant d'avoir en tête, c'est qu'ils ont fait la même analyse pour des scénarios 2 degrés et les impacts négatifs sont plus importants. Donc, même en prenant en compte ces impacts négatifs, il vaut mieux qu'on ait en tête qu'un scénario 1,5 degré est plus intéressant qu'un scénario 2 degrés. Je referme la parenthèse et là je vais essayer de me concentrer sur l'aspect climat. Donc, je vous le disais, le message principal de tout ça, c'est qu'au-delà de 1,5 degré, il y a des conséquences très importantes sur les sociétés humaines. Si vous voulez le détail de tout ça, on avait fait un webinaire il n'y a pas très longtemps qui doit être encore sur les plateformes de vidéos en ligne, que je ne citerai pas. Néanmoins, l'idée générale, c'est que pour limiter
le réchauffement climatique à 1,5 degré, il va falloir baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 45% entre 2010 et 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est ce qui est détaillé sur ces deux premiers scénarios. Si vous avez lu le résumé du rapport, c'est là-dessus qu'on s'est appuyé. L'idée, c'est qu'en gris, vous avez les émissions dites énergétiques. Il y a l'industrie aussi. En gros, les émissions de gaz à effet de serre directes. En marron, c'est ce qu'on appelle l'usage des sols. Quand on déboise quand on transforme une forêt en champ, ça émet des gaz à effet de serre. C'est ce qui est représenté en marron. Et en jaune, sur le deuxième graphique, c'est ce que le GIEC appelle les BECS. En gros, c'est tous les procédés de séquestration et de captage du carbone, qu'ils soient biologiques ou géologiques. Donc ça, c'est les deux premiers scénarios où ils ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils sont dits low overshoot, c'est-à-dire qu'il y a un faible dépassement de 1,5 degré au cours du siècle, et après on revient sur 1,5 degré. Je ne sais pas si ça c'est clair. Il y a deux autres scénarios qui sont présentés en tout cas deux grandes familles de scénarios, parce que ça en fait c'est des synthèses de plein de modèles différents. Et ces deux autres scénarios sont dits high overshoot. Donc là on dépasse 1,5 degré de manière importante au cours du siècle, et on revient en 2100 à 1,5 degré. Ça pose un certain nombre de questions, parce que les impacts que je vous ai présentés tout à l'heure, si on les atteint au bout d'1,5 degré, derrière, ça peut déclencher des effets de seuil que je n'ai pas le temps de présenter là, mais qui sont quand même assez importants en termes d'impact sociétal. Maintenant, l'autre question à se poser, c'est derrière ces jolies courbes, quelle est la faisabilité de tout ça ? Première question, quelle est la faisabilité physique? Si on prend les deux derniers scénarios, en fait, si vous creusez un petit peu les ordres de grandeur, avec les techniques actuelles, faire le gros paquet jaune, là, où je vous ai dit que c'était de la séquestration et du stockage de carbone, ça implique plusieurs milliers de kilomètres cubes d'eau en moins disponibles pour l'espèce humaine parce que absorbée par des arbres. Ça nécessite de recouvrir 25 à 45% des surfaces arables aujourd'hui par des forêts. Et surtout, c'est très largement absent des engagements politiques des États. Donc, d'un point de vue politique, c'est très optimiste pour l'instant. Le scénario intermédiaire, donc, qui est le scénario P2, sur lequel nous, on s'est appuyé, techniquement, il est un petit peu plus réaliste, mais il reste quand même très largement optimiste, pas pour des questions techniques en termes de stockage de carbone, mais pour des questions techniques et sociétales, pour faire baisser notre courbe d'émissions suffisamment tôt et suffisamment rapidement. Et nous, c'est un petit peu cette difficulté sociétale et technique qu'on a essayé de creuser à travers nos travaux. L'autre élément qui est intéressant dans ce rapport spécial, c'est la mise à jour de ce qu'on appelle les budgets carbone. En gros, c'est combien d'émissions de gaz à effet de serre on peut se permettre d'émettre avant de dépasser certains seuils de température. Là, si on représente ça avec des petits nuages de manière relativement simplifiée, ça, c'est ce qu'on a déjà émis. Alors, presque 2000 milliards de tonnes de CO2 équivalent, entre 1850 et aujourd'hui. Le budget carbone qui nous reste pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré dans le cadre du scénario P2, le deuxième scénario, c'est 420 milliards de tonnes de CO2. Donc, vous voyez que c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on a déjà émis. Si on prend 2 degrés, on a un petit peu plus de marge, mais ça ne reste pas quand même phénoménal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vous disais qu'il restait 2 nuages pour 1,5 degré, on émet l'équivalent d'un quart de nuage tous les ans. Et entre 2010 et aujourd'hui, ça a déjà augmenté de 10%. Donc par rapport aux objectifs de baisse que je vous donnais tout à l'heure, on a déjà perdu du temps. Et surtout, si on regarde les engagements des États d'ici à 2030, cette masse d'émissions annuelles, on prévoit qu'elle augmente. Donc on n'est pas du tout sur une baisse. On est sur une augmentation de 10%, alors que les recommandations scientifiques, c'est une baisse de 45%. On commence à voir le décalage. Si on fait une petite division rapide qui n'a physiquement et politiquement pas trop de sens, où on se dit, ok, cramons notre budget carbone et regardons jusqu'à combien de temps on peut tenir, c'est ce qui vous est affiché là.
Et donc on voit que la limite 1,5 degré, elle se joue dans les 10 ans à venir. Au passage, on a déjà perdu un par rapport à la date où j'ai fait ces calculs-là. Et la limite de 2 degrés, on est plus sur la vingtaine d'années. Et ça montre quand même le caractère un petit peu urgent du sujet. Voilà, je vous laisse avec ça sur l'aspect vulgarisation du rapport spécial. Et là, je vais me concentrer sur nous, comment on a utilisé ces données-là pour regarder un petit peu ce qui se passe à l'échelle de la France. Donc, le but du jeu, c'était, à partir de ce budget carbone, de construire une trajectoire 1,5 degré pour la France, chose qui n'avait pas été faite à l'époque. La stratégie nationale bas carbone avait un objectif de neutralité carbone, mais qui en fait est plus décalé dans le temps, il est à 2050, alors que ce que je vous ai montré, c'est qu'un objectif, une trajectoire à 1,5 degré, ça veut dire prendre des décisions tout de suite, maintenant, pour les 10 prochaines années. Alors, comment on fait ça? On part du budget carbone qui nous est donné dans le rapport, et après on se pose la question de se dire quelle est la part que nous on a en France de ce budget. L'idée, c'est qu'on part du scénario P2, qu'on ne va pas s'intéresser à des solutions type régulation de la population, etc., parce qu'en fait elles sont trop éloignées dans le temps. Mettre en place une politique de contrôle démographique, ça ne se ferait pas instantanément. Donc on part à population constante, ou en tout cas légèrement augmentant par rapport au scénario de l'ONU. Et quand il s'agit de se dire comment est-ce qu'entre les pays, on va se répartir le gâteau de ce budget carbone, nous, ce qu'on a dit, c'est que les États s'étaient déjà engagés sur quelque chose de relativement équilibré à l'accord de Paris. Et donc, comment on fait pour renforcer proportionnellement cet équilibre de partage des émissions restantes entre les différents États, et de combien on renforce ce partage-là. Donc c'est comme ça qu'on a territorialisé, entre guillemets, le budget carbone international à l'échelle de la France. Et ce que ça nous montre, c'est que par rapport aux émissions actuelles, puisque la France a des engagements plus importants que la moyenne des autres pays, on doit aussi aller plus loin. Et ça se justifie d'un point de vue justice climatique, parce que c'est aussi nous qui, par le passé, avons émis plus pour nous développer que certains autres pays. Donc, le chiffre qu'on peut retenir, c'est une réduction de plus de 63% de nos émissions en 12 ans. Et après, la grande question, c'est comment est-ce qu'on arrive sur cette trajectoire-là. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un petit peu de prospective ou de foresight, je ne sais pas, sur tout ce qui était aujourd'hui dans les tuyaux pour décarboner nos activités. Donc faire baisser les émissions de gaz à effet de serre un peu partout. Avec de l'efficacité énergétique, avec des changements de sources d'énergie, donc passer à des par exemple quand on prend un véhicule thermique, qu'on le transforme en véhicule électrique, on décarbone un petit peu l'usage de l'énergie si l'électricité est produite avec des moyens bas carbone. Une des difficultés quand on essaye de faire ça, c'est que produire une voiture électrique, produire des trains, isoler des logements, ça a un coût carbone aussi. Il y a un coût d'investissement à prendre en compte pour construire les nouvelles infrastructures qui permettront d'utiliser ces usages. Donc tout ça, on l'a pris en compte. Et l'idée, c'est qu'on est resté sur des solutions qui, techniquement, sont réalistes, sont avec, évidemment, des marges de progression. Grosso modo, on s'est fixé sur chaque secteur entre 20 et 30% de gains énergétiques en termes d'efficacité, mais on n'est pas allé sur des sujets complètement avancés d'un point de vue prospectif, en se disant bah, c'est un pari technologique que en fait, on n'est pas sûr de gagner. Et donc, une fois qu'on a atteint toutes les économies possibles avec ces solutions-là, l'idée c'est de regarder comment est-ce qu'on peut compléter l'atteinte des objectifs globaux, et notamment par des actions de sobriété. Donc jusqu'où on doit réduire la demande avec la meilleure efficacité possible pour atteindre ces fameux 63% de baisse des émissions en 12 ans. En fait, quand on a fait ce travail-là, on s'est aperçu que la plupart des gens qui avaient fait ce genre de travaux de scénario, pour ceux qui sont familiers avec ça, par exemple Négawatt, par exemple le scénario zéro émission nette ou la stratégie nationale bas carbone. En fait, les autres scénarios font l'inverse. On regarde d'abord ce qui est faisable d'un point de vue comportemental. Qu'est-ce qu'on pense que les gens vont être en mesure de faire en termes de changement de comportement?
Et ensuite, on se dit, le reste, il va falloir compléter avec des solutions techniques. Donc nous, c'est un petit peu l'inverse. Et donc la question qu'on voulait poser, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance complètement en la technique et est-ce qu'on est prêt à faire ce pari-là? Et sinon, pourquoi est-ce que changer les comportements, c'est si difficile aujourd'hui? Donc évidemment, je pose cette question-là avec ma casquette d'ingénieur. Je ne suis absolument pas sociologue ou psychologue, mais c'était des questions qui nous ont portés pendant ces travaux. Ensuite, d'un point de vue pédagogique, ça c'est plus notre expérience de terrain quand on discute de ces sujets-là avec des élus ou avec le grand public. Pour rendre ça parlant, on s'est dit il faut qu'on parte de la vie des gens, de ce qui est concret pour eux. Donc se nourrir, se loger, se déplacer. Et notamment, du coup, utiliser des chiffres en empreinte carbone, c'est-à-dire l'impact carbone qu'ont nos activités sur le climat en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, cette empreinte carbone en France, elle est environ de 11 à 12 tonnes de CO2 par an par habitant. Et donc, si vous faites moins 63%, vous tombez à 3,7 tonnes de CO2 par an en 2030. Ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on manipule ces chiffres-là, c'est que près d'un tiers de cette empreinte carbone, elle est importée. C'est des émissions qui n'ont pas lieu sur le territoire français. C'est notre ordinateur, notre téléphone, nos vêtements, qui sont fabriqués en Chine, en Inde, au Bangladesh, donc qui sont comptés de manière onusienne dans les émissions de la Chine, de l'Inde et du Bangladesh, mais qui en fait comptent dans notre empreinte carbone. Donc ça pose aussi des questions d'un point de vue politique et en termes de faisabilité, mais c'est important de l'avoir en tête. Et surtout, en termes de scénarisation, pour nous, c'est très compliqué, parce que les données sont très difficiles à récupérer. Donc voilà en gros pour le cadre de départ. Ensuite, comment ça marche? L'idée, c'est qu'on a pris secteur par secteur, en prenant le même découpage, pour ceux qui sont familiers avec ça, que la stratégie nationale bas carbone. Donc par exemple, si on prend le secteur de l'habitat, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on peut partager le budget carbone qu'on a à l'échelle française entre les différents secteurs. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le facteur qu'il fallait utiliser pour renforcer l'ambition de la stratégie nationale bas carbone pour arriver sur notre scénario. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, on prend le même découpage qui a été fait par le gouvernement où, en fait, dans la stratégie nationale bas carbone, secteur par secteur, on a déjà des budgets carbone. Nous, on a dit de combien est-ce qu'on doit renforcer ces budgets carbone pour se fixer sur une trajectoire 1,5 degré. Et grosso modo, il faut multiplier par 2 l'ambition de la stratégie nationale bas carbone. Il faut aller 2 fois plus vite que ce qui est déjà prévu. Donc une fois qu'on a ça par secteur, on regarde quel type de mesures et quelles sont les actions qui permettent d'atteindre cet objectif-là. Et on se lance dans des discussions, dans des réflexions sur qu'est-ce que ça pose comme problème en termes de mise en œuvre. Et sur cette partie-là, on n'a absolument pas la prétention d'avoir été exhaustif. Et notre travail, c'est absolument pas une étude de faisabilité, en fait. Nous, on a juste posé les grands ordres de grandeur de quel type de changements doivent avoir lieu pour atteindre une trajectoire 1,5 degré. Donc on fait ça secteur par secteur, et in fine, on arrive à construire un scénario où on fait baisser les émissions suffisamment pour que la France se place sur une trajectoire 1,5 degré. Donc voilà pour la méthode. Ensuite, ce qui me paraissait intéressant, c'est de vous donner quelques clés de lecture avant de rentrer dans le contenu du scénario, parce que, et ça c'est un peu une expérience, enfin c'est le fruit de comment l'étude a été perçue par le grand public dans la presse ou par des entreprises, des élus locaux qui après nous ont questionné là-dessus. Donc c'est un petit peu ce qu'on aurait bien aimé mettre en avant dans la presse et ce qu'on avait essayé de construire dans le rapport complet, mais qui a peut-être été, on fait aussi notre autocritique, qui a peut-être été mal présenté. Déjà, le premier élément, c'est qu'on peut discuter mesure par mesure, mais ça ne sert absolument à rien. Chaque mesure, en fait, ne peut pas être prise indépendamment des unes des autres. C'est l'ensemble des mesures qui permettent d'atteindre la trajectoire. Et si vous remplacez une mesure par une autre, parce que pour vous, c'est plus difficile, vous pensez que c'est plus difficile de réduire l'usage de la voiture, ça veut dire qu'il va falloir rénover plus de logements de l'autre côté pour qu'on soit à l'équilibre. C'est comme un budget mensuel. Si vous dépensez plus pour votre logement, forcément, vous avez moins d'argent pour vous déplacer. C'est exactement la même chose. Et donc, ce qui compte, c'est vraiment le bloc de mesures. Et là encore, nous, on ne prétend pas avoir choisi le bon équilibre. On dit juste, ça, c'est un équilibre qui marche.
Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de solutions techniques qui sont envisageables et qui ne sont pas citées dans le rapport, dans l'étude, parce qu'on ne les considérait pas applicables en 12 ans. On prend l'exemple du véhicule hydrogène. Aujourd'hui, il y a des véhicules hydrogènes qui circulent en Paris, notamment quelques taxis. En 12 ans, ça ne nous paraissait pas envisageable industriellement de remplacer la moitié des véhicules qui circulent en France par des véhicules hydrogène. Et en plus, ça pose la question de l'impact carbone de ce renouvellement d'infrastructures. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas prises, ou en tout cas qu'on a prises à la marge. Pareil, un scénario 100% énergie renouvelable en France d'ici à 2030, ça paraît complètement envisageable, donc on n'a pas pris ça en compte. Il ne s'agit pas d'une étude de faisabilité, mais ça, j'ai déjà insisté sur ce sujet-là. Et il ne s'agit pas non plus d'un programme politique. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la prétention de vouloir porter ça politiquement. On dit juste, si la France veut avoir un objectif 1,5 degré, c'est ça qu'il faut. C'est un des scénarios qui marche, c'est ça. Faire des concessions sur un secteur entraîne de renforcer l'ambition sur d'autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout retard de mise en œuvre implique de renforcer l'ambition, c'est-à-dire que là, on a déjà perdu 1 an et une bonne partie des actions qui auraient pu être mises en place n'ont pas été faites. Donc ça veut dire qu'on a dépensé plus que ce que nous, on pensait. Donc ça veut dire que si on veut vraiment l'atteindre, il va falloir aller à être encore plus ambitieux que ce qu'on a proposé. Ça, je vous l'ai aussi dit, le but n'était pas d'être exhaustif et de trouver toutes les actions qui permettent de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais un paquet d'actions qui permettent d'atteindre ce budget. Dans l'étude, on présente assez peu des conditions de faisabilité et de mise en œuvre. On ne se pose pas la question de comment est-ce qu'on y va, ou en tout cas pas d'un point de vue changement sociétal, pas d'un point de vue mise en œuvre financière, etc. On essaye de poser les questions, vous verrez, il y en a plusieurs qui paraissent intéressantes, mais en tout cas on n'a pas cette prétention de faire une étude de faisabilité et ce n'était pas l'objectif. On a privilégié, comme je vous le disais, une approche par la consommation, donc avec une empreinte carbone. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement les citoyens qui doivent agir. Quand vous dites qu'il faut diviser par 2 le nombre de véhicules en circulation, ça a évidemment des impacts sur les entreprises, sur l'industrie automobile, sur les garagistes, etc. Et évidemment, c'est aussi des questions d'aménagement du territoire, donc à l'échelle locale, de ma commune, de ma communauté de communes, et à l'échelle étatique. Mais en tout cas, nous, on a présenté les choses de manière, du point de vue du citoyen, parce que ça nous paraissait plus parlant. Ensuite, et ce sera mon dernier commentaire là-dessus, c'est que vous allez voir que quand on met un peu bout à bout toutes les mesures, on se dit que c'est complètement inapplicable et qu'ils rêvent un peu, là, les petits ingénieurs, de nous avoir fait ça. C'était l'objectif, de montrer que c'était inapplicable, en fait, mais au moins d'être d'accord sur l'ambition qu'on devait avoir si on avait cette volonté-là. Derrière, notre objectif, c'était que d'autres s'en emparent et travaillent là-dessus, sur l'applicabilité de ces actions. Et en tout cas, le message qu'on porte, c'est que ce n'est pas parce que c'est inapplicable qu'il ne faut pas agir. Parce que, comme je vous le disais, toute tonne de CO2 économisée, c'est des dixièmes de degrés en moins en termes de réchauffement et donc des impacts en moins. Voilà. Je ne sais pas si je présente les mesures ou si je prends un tour de questions sur la méthode. Ouais, je pense que c'est mieux. On se prend 10 minutes de questions sur la méthode. S'il n'y en a pas, j'enchaîne. Mais pour moi, c'est important que ça soit clair. Et je vous laisse un peu avec ça en termes de présentation de la méthode. Donc s'il y a des points qui méritent d'être éclaircis, ce sera avec plaisir. On vous donne le micro pour enregistrer, donc Hakim. Bonjour, merci pour cette conférence. Moi, j'ai une question sur la stratégie bas carbone. Quand tu disais qu'il fallait multiplier l'effort par 2, est-ce que c'est parce que la stratégie bas carbone utilise une méthodologie différente? Par exemple, elle n'utilise pas l'empreinte carbone? Ou est-ce que c'est parce que l'objectif de 1,5 ou 2 degrés est différent dans la stratégie bas carbone? Merci. Un peu des deux. C'est-à-dire que les émissions importées dans la stratégie nationale bas carbone, elles sont mentionnées, mais elles ne rentrent pas forcément dans les budgets carbone dont j'ai parlé. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est surtout que l'objectif est différent. La mise à jour de la stratégie nationale bas carbone qui est arrivée après nos travaux, mais qu'on avait déjà eu de manière, qui n'était pas
terminé, mais on avait déjà les grandes lignes. L'idée, c'est que l'objectif et la commande politique, c'était la neutralité carbone en 2050. Et en fait, la différence entre une trajectoire 1,5 degré telle que nous on l'entend et la neutralité carbone en 2050 de la SNBC, c'est qu'une bonne partie de l'effort à faire, il est fait entre 2030 et 2050 dans le cadre de la SNBC, dans le cadre de la neutralité carbone en 2050. Alors que nous, ce qu'on a montré avec ce papier-là, c'est que l'effort à faire, il est dans les 12 prochaines années. Donc il y a un espèce de décalage et qui du coup enclenche une hausse de l'ambition si on veut être sur une trajectoire 1,5 degré. Juste une petite question, vous pouvez revenir sur le fait que c'est une approche par la consommation, par opposition à quoi en fait? Juste parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris. En fait, quand on s'intéresse à la question des émissions de gaz à effet de serre, il y a plusieurs approches qui sont possibles. Il y a une approche consommation qui est une approche empreinte carbone. On regarde l'échelle d'un individu, d'un foyer, d'un ménage, tout ce qui est consommé, donc comment les gens se nourrissent, se logent, se déplacent, les vêtements qu'ils achètent, les biens et services qu'ils consomment, etc. Et on regarde quel impact ça a en termes de gaz à effet de serre. Et que le téléphone soit produit en France ou à l'étranger, ça ne change rien, on compte l'impact carbone de ce téléphone. Donc ça, c'est l'approche empreinte-consommation. Ce qui est pris en compte dans les négociations internationales à l'ONU, c'est l'approche territoriale. C'est-à-dire qu'on compte les émissions qui sont émises sur le territoire. Et donc, en gros, il faut enlever la balance commerciale. Tout ce qu'on importe économiquement et tout ce qu'on exporte. Ce qu'on exporte, c'est compté chez nous. Ce qu'on importe, c'est compté chez les autres. Et comme notre balance commerciale, elle n'est pas au top, il y a un tiers de notre bilan carbone qui se trouve à l'étranger, en fait. Et ça pose de grosses difficultés en termes de méthode, parce que les données sur ce qu'on importe précisément, elles sont beaucoup plus compliquées à avoir que l'approche territoriale. Et c'est aussi ce qui justifie le fait qu'à l'échelle internationale, on utilise les données territoriales, parce que c'est beaucoup plus facile. En fait, vous prenez le bilan économique du pays et vous traduisez ça en consommation d'énergie, en émissions de gaz à effet de serre. Je n'ai pas compris la différence entre le choix de P2 par rapport à P1 en fait, dans le scénario. Bonne question. Donc pour remettre la diapo, hop. Voilà. C'est tout simplement parce que la pente qui est là, en fait au début on était parti sur P1 et on s'est rendu compte que c'était encore plus impossible que P2. Et donc je suis d'accord avec vous. L'idée était de dire faisons un compromis, quoi. Et je vous assure que vu la réaction qu'on a eue à la lecture des mesures, je suis content qu'on ne soit pas parti sur le reste parce que j'ai déjà ma casquette de Khmer vert et un certain nombre de personnes qui veulent m'assassiner en me roulant dessus avec un SUV ou un jet. Donc je me dis que si on avait fait le scénario P1, ça aurait été plus compliqué. Mais c'est un choix, et là c'est presque un choix politique de notre part, entre guillemets, de se dire ces deux-là, on n'y croit pas parce que, en tout cas, on ne veut pas y croire parce qu'on a de gros doutes sur la faisabilité. Celui-là, il est moins bien parce qu'en plus, il y a un dépassement plus important de la limite 1,5 degré. Mais au moins, ça fait un petit compromis en termes d'ambition. Après, ça va aller très vite, c'est pour présenter les mesures. En fait, il y a un truc, il me semblait que, en fait, l'histoire de prendre le carbone avec les arbres, c'était plutôt le marron et que le BECS, en fait, c'était d'autres méthodes de stockage de carbone où alors, on faisait pousser les arbres, après on les brûlait, puis on mettait le CO2 dans le sol. Et donc ce truc-là, il me semble pas forcément justement clair au niveau de la faisabilité, puisque à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de projets là-dessus. Donc, c'est-à-dire que moi, si je pensais à un scénario qui me semblait plus faisable, justement, je pencherais plus pour P2, justement, pour cette raison-là, quoi. P1. P1, excuse-moi, ouais, exact, ouais. Oui, bah c'est à peu près ça. Après, l'idée, c'est pas de se fermer toutes les portes technologiques, parce qu'il y a certainement des choses qui peuvent sortir. Dans les BECS, il y a un petit peu de stockage biologique quand même. Mais disons que la différence entre les deux, elle n'est pas forcément très claire, mais c'est soit on laisse les forêts se développer de manière naturelle,
Typiquement en France, notre capacité de séquestration carbone, elle augmente alors qu'on n'a pas vraiment de projet de la faire se développer. C'est juste que nos forêts se développent et qu'on les coupe moins que sous Louis XIV pour faire des bateaux et du bois de chauffage. Et le jaune, c'est on met en place des stratégies où effectivement on fait pousser des arbres, on les calcine, on les met sous terre, etc. Mais ça reste des procédés qui sont biologiques, entre guillemets, parce qu'ils s'appuient sur la biomasse. Et en plus, et la différence entre ces deux-là, c'est que là, on met en œuvre des solutions type que je ne maîtrise pas et que je pense pas grand monde ne maîtrise parce qu'il n'y a pas de solution industrielle aujourd'hui qui marche, mais de stockage carbone géologique et chimique. La critique sur les becs, c'est la quantité. C'est-à-dire que j'avais lu des chiffres, c'est 2 fois la surface de l'Inde. Voilà, il suffit de regarder l'ordre de grandeur, c'est que ces deux scénarios-là, c'est 25 et 45% des terres arables qui sont sollicités pour mettre des arbres. Et quand on arrive à 2030, à chaque année, en fait, il faut rajouter des arbres. Donc à un moment donné, ça ne passe pas à l'échelle. On enchaîne ? Il y en aura d'autres, des séquences de questions. Alors, pour rentrer un petit peu dans le concret, en espérant que je ne vous ai pas complètement assommé d'un point de vue méthode, et vous présenter quelques mesures. J'ai fait 4 diapos, je crois, où à chaque fois, c'est présenté un petit peu comme ça, avec d'un côté les mesures, qu'est-ce qui concrètement il faut changer dans la vie des gens, et à droite, les questions que ça soulève. Donc, si on prend les sujets les uns après les autres pour le secteur de l'habitat, l'enjeu, c'est de rénover la moitié des logements d'ici à 2030. Donc aujourd'hui, on a un objectif de rénovation de 500 000 logements rénovés par an. Dans les faits, si vous discutez avec les gens qui font ça, ils vous disent que, grosso modo, si on prend un niveau d'exigence thermique important, on en rénove 20 000 sur les 500 000. Les autres, c'est on a rénové parce qu'on a mis une fenêtre, on a fait de l'isolation dans les combles, mais des rénovations complètes globales et qui permettent de mettre une passoire énergétique à un niveau de performance énergétique tel que nous, on l'entendait dans l'étude, c'est 20 000 logements par an, aujourd'hui. Donc il faut faire 1 million par an, progressivement. En tout cas, il faut atteindre 1 million par an si on veut rénover la moitié des logements d'ici 2030. Donc ça pose des questions très concrètes. Comment est-ce qu'on finance tout ça ? Aujourd'hui, il y a plein d'argent, mais il n'est pas forcément fléché sur ces sujets-là. Et question qui me paraît plus épineuse, c'est comment est-ce qu'on forme les gens pour faire ça ? Dans une société où, grosso modo, on a envoyé tout le monde vers des professions intellectuelles, des professions de service, et l'artisanat, c'est un petit peu en perte de vitesse. Et le chiffre qu'on donne, c'est que pour arriver à faire ça, il faut former 50 000 artisans par an. Et ça, grosso modo, c'est ce qui sort en ordre de grandeur de l'enseignement supérieur, toutes filières confondues. Donc c'est un peu le plan Marshall de la rénovation, mais ça vous donne l'ordre de grandeur. Même chose, un des gros soucis qu'on a dans nos logements, c'est qu'une partie des logements sont chauffés au gaz et au fioul, et que tout ça, si on veut se placer sur une trajectoire à 1,5 degré, il faut le changer d'ici à 2030. Donc pareil, comment est-ce qu'on finance ça ? Une pompe à chaleur, ça coûte 20 000 €. Comment est-ce qu'un ménage qui a des difficultés économiques, on l'accompagne là-dedans ? Comment on forme les artisans pour éviter que la sortie de pompe à chaleur elle soit plein nord et que du coup, dès qu'il fait un peu froid, les gens ont froid, etc. Donc tout ça, c'est des questions similaires. Ensuite, des questions qui deviennent encore plus touchy, c'est toute la question de l'aménagement des territoires. Et aujourd'hui, grosso modo, on peut dire qu'en France, on a la pire politique d'aménagement d'un point de vue urbanisation de toute l'Europe. Ça, je vous renverrai vers les travaux de France Stratégie qui sont ressortis il n'y a pas longtemps. Si vous prenez les taux de croissance démographique comparés aux taux d'urbanisation et d'étalement urbain, on est un des pires pays en Europe. Donc ça s'explique parce qu'on a aussi plus d'espace, etc., et que la perception de l'étalement urbain aux Pays-Bas, elle n'est pas la même que dans le Cantal. Mais en tout cas, aujourd'hui, la mode, c'est les pavillons individuels, 150 mètres carrés par personne, espacés avec 5 hectares de jardin. Donc on a son potager, on est content, mais derrière, ça veut dire que vous avez fait du béton pour les fondations de la maison, mais aussi pour la route qui arrive à la maison. Du coup, vous avez un logement qui est moins dense, une urbanisation qui est moins dense, donc les transports en commun, ça devient très compliqué économiquement. Faire des pistes cyclables, c'est pareil, parce que vous allez aménager une piste cyclable pour 5 maisons. Vous ne pouvez pas faire de réseau de chaleur, c'est-à-dire des centrales, des chaudières qui sont mutualisées par quartier, où c'est plus facile de mettre par exemple des chaufferies biomasse, etc. En fait, d'un point de vue carbone, ça pose plein de soucis
à ce niveau-là. Même chose, aujourd'hui on est sur une trajectoire où l'espace disponible par personne augmente. Donc ça s'explique pour des questions sociétales. Hein. Il y a beaucoup plus de divorces, par exemple. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de divorcer. Hein. J'essaye de mettre les bonnes protections parce que voilà. Mais en tout cas, ça pose cette question-là en fait. Plus de foyers séparés, ça veut dire qu'avant, des gens qui vivaient dans un même espace où on chauffait une même surface, aujourd'hui, on chauffe 2 fois la même surface. Donc ça pose cette question-là. Pareil, la température, si on regarde un petit peu les différentes enquêtes, la température de chauffage dans les logements, elle ne fait qu'augmenter. Parce qu'on s'habitue à un certain confort thermique, etc. Il y a certes beaucoup de ménages qui sont en situation de précarité énergétique, mais il y a aussi beaucoup de ménages qui se chauffent à 24, alors qu'avant, on était chauffé à 17, 18, et en fait, juste biologiquement, on était plus entraîné pour ça, quoi. Voilà, la question de la consommation d'électricité, elle est aussi importante, parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'usages qui se digitalisent, donc avec des nouveaux besoins qui n'existaient pas. Et tout ça, ça entraîne des consommations d'énergie. En France, on a la chance d'avoir une électricité qui est plutôt décarbonée, donc on produit des déchets nucléaires. Je n'ouvre absolument pas le sujet, mais c'est aussi un débat intéressant. Et donc, il y a aussi cet enjeu-là de jouer sur la consommation d'électricité, parce que si on veut utiliser de l'électricité pour faire rouler des voitures, soit on en produit plus, et du coup, il faut compter le coût carbone de la construction des éoliennes, des centrales nucléaires qui permettent de produire cette électricité, soit on en consomme moins pour dégager de l'électricité pour les transports, par exemple. Donc voilà un sujet à ce niveau-là. Si on regarde la question des transports, le premier truc, c'est que un des enjeux, c'est que aujourd'hui, la distance moyenne parcourue, on a du mal à s'en rendre compte en tant que Parisien, mais à l'échelle française, c'est 30 km en voiture par jour par personne. Distance domicile-travail. Donc ça veut dire que globalement, ce n'est pas possible dans un scénario 1,5 degré. Donc il faut diviser par 2 le nombre de véhicules en circulation, en tout cas le nombre de véhicules kilomètres en circulation, pour rentrer dans le niveau de détail technique. Et donc ça pose la question de comment on fait, comment est-ce qu'on réduit les besoins de mobilité, comment est-ce qu'on rapproche les pôles d'emploi des pôles de vie, etc. Ce qui est pas mal, c'est que l'artisanat, ça marche bien pour faire ça. Un artisan, souvent, son rayon de chalandise, c'est 10 km autour de chez lui. Donc, si on développe massivement la rénovation, il y a un certain nombre d'emplois qu'on peut plus facilement relocaliser. Mais en tout cas, ça pose cette question-là. L'autre question, c'est comment est-ce qu'on équilibre le besoin de déplacement individuel pour notre mobilité du quotidien, individuel et collectif, et le besoin de déplacement des marchandises. Donc au-delà de la production des différents biens qu'on peut importer de partout, ça pose aussi la question de leur déplacement et de se dire qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que ce qui m'importe le plus, c'est de me déplacer ou d'être livré par Amazon et compagnie. Ça pose aussi la question du fret ferroviaire qu'on a détruit en une quinzaine d'années et qui pourtant est d'un point de vue climat, beaucoup plus efficace que le transport par camion. L'autre question, très épineuse, et qui a, je pense, cristallisé pas mal de réactions médiatiques, c'est la question de l'avion. Parce que prendre l'avion dans un scénario 1,5 degré, c'est sociétalement pas possible. En tout cas, que tout le monde prenne l'avion dans un scénario 1,5 degré, c'est pas possible. Si vous faites l'exercice de calculer votre empreinte carbone, vous vous rendez compte que dès que vous prenez l'avion, ça explose. Du coup, là, on n'a pas, je pense, été au bout de l'exercice, mais nous, on s'est demandé comment est-ce qu'on fait pour réduire le nombre de kilomètres parcourus en avion et minimiser la révolte populaire. En gros. Aujourd'hui, le scénario économique, c'est de mettre une taxe carbone. Donc, grosso modo, vous faites augmenter le prix du billet d'avion, et donc, il n'y a que les riches qui voyagent. Pourquoi pas? C'est un choix politique. Nous, ce qu'on s'est dit, en fait, la manière la plus équitable de le faire, c'est ticket de rationnement. Et en gros, on tire au sort le nombre de personnes qui ont le droit de partir en avion tous les ans. Donc là, c'est un truc complètement hors du débat. Mais si vous avez d'autres solutions qui sont sociétalement plus acceptables, ça m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même quelque chose qu'on considère comme un droit inaliénable de se déplacer, et notamment d'aller dans des pays pendant 1, 2, 3 semaines.
on voit que d'un point de vue climatique, ça pose question. Voilà pour ça. L'artificialisation et le développement du réseau urbain, j'en ai déjà un petit peu parlé. Tu veux peut-être faire une pause là, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Je finis les différentes mesures et après j'ai fini en fait. Il me reste 2 diapos. Sur la consommation, donc tout ce qui va être consommation de biens et services, je vous disais, un des enjeux, c'est notre usage du numérique. Et au-delà de l'usage, parce qu'on pense souvent consommation d'énergie parce que mon ordinateur est branché à l'électricité, en fait, la deuxième partie du problème, c'est la fabrication de l'ordinateur. Parce que pour fabriquer quelque chose comme ça qui doit faire moins d'1 kilo, on a charrié plusieurs tonnes de terre dans des mines, etc., avec des trucs qui ne fonctionnent pas à la force des bras. Grosso modo, c'est du pétrole. Donc tout ça, ça a un impact carbone. Donc l'enjeu, ça va être d'augmenter la durée de vie de nos appareils. Donc là, ça pose des questions d'un point de vue technique, parce que on est quand même sur une industrie où il y a un taux de renouvellement relativement important. Moi, personnellement, j'essaye de faire des efforts, mais garder mon smartphone plus de 3 ans, ça devient très compliqué. Ne serait-ce que d'un point de vue logiciel, je ne peux plus rien installer, j'ai plus de place parce que les applis qui avant faisaient 500 mégas, maintenant font 4 gigas. Donc ça pose une question. Et puis, ça pose aussi la question du marketing qu'il y a derrière tout ça, des modèles économiques des entreprises qui vendent ces machins-là. Et globalement, est-ce qu'on s'autorise à poser la question de tout progrès numérique et tout développement numérique est forcément bon? Est-ce que la 5G, c'est forcément bon? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de la 5G? Est-ce qu'il y a des besoins qui ne risquent pas d'apparaître si on développe la 5G, qui aujourd'hui n'existent pas, et qui demain vont créer de la frustration si on commence à dire aux gens, en fait, finalement, ça ne va pas être possible parce qu'on a des ambitions climatiques. Donc c'est un peu ces questions-là qui sont posées. Même chose sur les vêtements. L'objectif, c'est d'allonger au maximum la durée de vie moyenne des vêtements. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à 10 kg de vêtements par an par personne, neufs. Et nous, ce qu'on a réussi à faire rentrer dans notre budget, c'est 1 kg. Donc ça veut dire développer tous les services de proximité pour réparer, pour échanger, pour revendre, de façon à ce qu'on puisse quand même continuer à s'habiller. Sur la viande, donc là, le sujet, c'est essentiellement de faire baisser la consommation de viande rouge, donc bœuf, agneau, etc. Grosso modo, l'ordre de grandeur qu'on donne, c'est de diviser par 3 la consommation de viande par personne. Pareil pour tout ce qui est produits laitiers. Ensuite, sur l'alimentation, l'autre question, c'est les produits transformés. Un produit transformé, un plat surgelé, ce genre de choses, ça demande beaucoup plus de transport, d'énergie, etc., que quelqu'un qui cuisine chez soi. Donc ça pose aussi la question de nos modes de distribution et de la culture qu'on a un petit peu perdue de se faire à manger. Et derrière, plus concrètement, et avec les territoires qu'on accompagne, on voit que c'est quand même quelque chose qui cristallise beaucoup plus les inquiétudes des élus locaux que l'avion en milieu rural, c'est la question du maintien du tissu agricole sur nos territoires. Aujourd'hui, on a quand même des campagnes qui se dépeuplent, et ce qui maintient la vie dans nos campagnes, c'est l'agriculture. Et au-delà des aspects carbone, l'agriculture a aussi des impacts positifs sur le maintien des paysages, sur l'entretien d'une certaine biodiversité, etc. Donc il y a certes des impacts négatifs, y compris sur la biodiversité, mais il y a aussi ces choses-là à prendre en compte. Donc voilà pour la consommation. Là, ça sera un petit peu avec quoi je vous laisse aussi là-dessus, c'est que quand on pose la question des biens et services, déjà, techniquement, c'est très difficile de regarder l'impact de tout ce qui va être émissions importées, mais aussi services publics. Avoir un bilan carbone des services publics en France, c'est très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est à 225 millions de tonnes de CO2 si vous prenez l'entièreté de ces biens et services, et que les services publics là-dedans, c'est 75 millions de tonnes de CO2. Nous, ce qui nous reste dans notre budget en 2030, c'est 61 millions de tonnes de CO2. Donc on ne fait même pas rentrer les services publics actuels dans le budget de 2030. Donc d'abord, ça veut dire qu'il va falloir rénover des écoles, des hôpitaux, etc., pour que tout ça consomme moins d'énergie et moins d'impact. Mais aussi peut-être, et absolument pas la réponse, ça pose la question de choisir. Est-ce que faire Bac+10 pour la moitié des étudiants en France, c'est possible ? Est-ce que soigner tout le monde jusqu'à 95 ans, c'est possible? Enfin là, on commence à toucher des questions qui, éthiquement, dépassent largement, moi, ma casquette d'ingénieur. Mais en tout cas, cette question va se poser. C'est-à-dire que si on a un objectif de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre,
ça pose aussi ces questions-là. Et bien évidemment, ça pose les questions de est-ce qu'on préfère émettre des gaz à effet de serre pour un système de santé ou un système éducatif, ou pour importer des gadgets, des slips connectés et autre chose sur Amazon. Mais en tout cas, cette question-là mérite d'être posée. Donc, en termes de conclusion, et après on prendra des questions et des débats, déjà ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez ces échelles-là d'ordre de grandeur et vous dites « Ok, moi je le fais à l'échelle individuelle », vous allez peut-être y arriver sur certaines choses si vous êtes ultra motivé. En tout cas, la société va vous poser énormément de problèmes pour le faire. C'est-à-dire qu'on a une société qui n'est absolument pas adaptée aujourd'hui à ce que individuellement, on arrive à réduire notre empreinte carbone suffisamment pour se dire « Ok, moi j'ai mes 2 tonnes de CO2, je n'ai pas d'impact sur le climat ». Donc ça veut dire aussi que du coup, la question elle n'est pas posée uniquement aux individus, elle est aussi posée aux entreprises avec les modèles économiques, les modèles d'affaires, etc. et à l'État, aux collectivités locales pour tout ce qui est aménagement du territoire. Ce qu'il faut aussi, enfin ce qu'on voit très rapidement quand on regarde ces mesures, c'est que la transition actuelle, elle ne va pas du tout assez vite. Comme je vous le disais, il faut renforcer d'un facteur 2 l'ambition de la stratégie nationale bas carbone. Et aujourd'hui, les objectifs de cette stratégie nationale bas carbone, on n'arrive pas à les atteindre. Donc il faut en faire encore plus pour atteindre des objectifs qui ne sont pas suffisants. Se fixer un objectif 1,5, c'est envisager un changement global de système. Et donc ça, souvent, dans le discours des ONG, il y a ce mot changement global, mais on ne met jamais le concret derrière tout ça. Donc nous, notre travail, ça a été de proposer une vision de ce truc-là qui marche, en tout cas d'un point de vue budget carbone. Sociétalement, c'est plus discutable. Mais au moins, ça permet de mettre un petit peu de concret et de se rendre compte de ce que ça veut dire qu'un changement global. Qu'aujourd'hui, toutes ces mesures, elles paraissent peu envisageables d'un point de vue verrouillage de la situation, que ce soit culturellement, économiquement, etc. Que l'autre question intéressante, c'est de se rappeler que la France ne représente que 2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc même si on met en œuvre tout ça et qu'on est très ambitieux, si on n'embarque pas les autres pays à l'échelle internationale pour faire la même chose, on aura été un petit peu les idiots du village. Et c'est en partie pour ça que les processus onusiens sont très très longs et que ça met c'est très long à faire changer les politiques au niveau national. Le corollaire de tout ça, c'est que du coup, si on se dit que ça va être très compliqué de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il y a un autre sujet qu'il faut qu'on commence à travailler très sérieusement, c'est l'adaptation au changement climatique. Donc, si on accepte que ce réchauffement va augmenter, parce qu'il y a déjà des impacts aujourd'hui, il faut très concrètement se mettre à l'œuvre sur comment est-ce qu'on s'adapte à des périodes de sécheresse, à des vagues de chaleur qui durent plus de 100 jours, etc. Donc ça, c'est une question qu'on n'a absolument pas traitée dans le rapport, si ce n'est qu'on a choisi des mesures qui n'affaiblissaient pas la société d'un point de vue résilience. On a essayé de faire des choses qui ne vont pas fragiliser la société par rapport à des impacts climatiques qui se renforceraient. Et le dernier commentaire, et je vous laisse avec ça, c'est que si toutes les mesures que je vous ai présentées là, elles ne sont pas mises en œuvre d'ici 5 ans, globalement, je reviens dans 5 ans et je vous dis, pour faire un scénario 2 degrés, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, je vous laisse avec ça. Je suis désolé. Voilà, je suis à votre écoute pour les questions. Alors, c'est un débat maintenant. Donc, oui. On a le droit de dire des choses pas gentilles, mais aussi des choses gentilles. Je vais peut-être juste commencer par dire que je trouve que ma principale critique, c'est que vous auriez pu parler des choses qui vont être positives suite à ces restrictions, etc. Mais voilà, je vais donner la parole là au fond. Test. Ça marche? Tu m'entends? Ouais. Très bien. Je voulais revenir sur le sujet des 420 milliards qui restent au monde et du budget de la France. Comment ce budget de la France a été choisi, déterminé? Parce que ça me paraît quand même comme un choix politique. On a déjà bénéficié beaucoup grâce à nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a des pays maintenant qui auraient vraiment besoin d'émettre plus pour augmenter leur qualité de vie. Est-ce que la France ne devrait pas faire plus et être encore plus ambitieuse et aller au-delà de ces mesures afin de permettre à d'autres nations de bénéficier
des technologies qui sont encore dépendantes sur des gaz à effet de serre? C'est une très bonne question. Effectivement, là, c'est un choix politique de notre part de dire on prend les efforts qui ont été votés à l'accord de Paris et on renforce proportionnellement tous les efforts de tous les pays du même facteur. En gros, on s'est dit, ils se sont déjà mis d'accord politiquement sur ce qui leur paraissait être un équilibre qui aujourd'hui nous mène sur une trajectoire 3,5 degrés. Mais en tout cas, ils se sont mis d'accord et ils ont débattu des différentes marges de manœuvre et tout le monde a dit bah voilà, mon maximum, c'est ça. Donc on a dit, bah nous, on renforce ce maximum pour que ça rentre dans les clous, tout simplement. Après, il y a d'autres moyens de répartir ce gâteau-là. Tu peux le répartir de manière équiprobable en disant chaque habitant sur Terre, il a un 9 milliardième du budget carbone en 2030 ou en 2050. Et il y a des méthodes plus ambitieuses du point de vue français en se disant, au contraire, nous, effectivement, on en a déjà bien profité et donc on se restreint plus que les autres. On aurait pu faire le même exercice, je pense que ça aurait été très compliqué. C'est-à-dire que, en fait, c'est très facile à faire, mais on voit bien déjà que les mesures qu'on a proposées, elles ne passent pas à l'échelle sociétalement. Donc pour nous, c'était un certain équilibre qui nous paraissait plutôt cohérent. Mais je suis d'accord que c'est un choix politique. On est au-delà de la technique et au-delà du travail de scénarisation. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que tous les scénarios sont politiques. Il y a forcément des hypothèses de départ et elles ne sont pas forcément tout le temps bien visibles. Tout d'abord, merci beaucoup pour la conférence qui éclaire pas mal de points, qui rend des grandes phrases un peu plus concrètes. Moi, ma question a été plus sur le discours. Là, on a vraiment des solutions très concrètes et on voit dans les médias, dans le discours global, qu'il manque aussi beaucoup un récit qui puisse nous porter, nous amener à vraiment vouloir faire ça et à être prêt à faire, on va dire, des sacrifices pour y arriver. Et notamment, il y a un point que j'entends très peu, c'est qu'on dit, voilà, on va sacrifier pour respecter les 1,5 degré, les 2 degrés. Mais en même temps, en vrai, on aura beaucoup de bénéfices à faire ça, puisqu'on va se rendre énormément indépendant d'un point de vue de toutes les ressources pétrolières. On va diminuer les importations sur ces points-là. Et donc, en fait, on va atteindre une société qui est beaucoup plus résiliente. Est-ce que ce discours-là, il ne faudrait pas essayer d'insister un peu plus dessus pour donner un horizon qui soit un peu gagnant-gagnant, quelque part, et pas simplement sur les aspects gaz à effet de serre, puisque après, forcément, on a l'argument de dire en fait, la France, c'est rien du tout par rapport au monde. Donc, en fait, on va se faire avoir, ce que tu disais tout à l'heure, on va être un peu les dindons de la farce. Et si on part sur cet axe-là, peut-être que du coup, on se sent plus gagnant. Tout à fait. Non, mais en fait, juste, c'est pas ma casquette. Moi, je sais que, avec Charles-Adrien, avec qui on a travaillé sur cette étude-là, nous, on ne sait pas vendre du rêve et faire le récit. Donc, notre objectif, c'était de donner les bons ordres de grandeur à des gens qui en sont capables et qui, derrière, s'empareraient de ces travaux-là. Et au moins, en fait, et aussi de casser le contre-discours, de casser le discours, le récit dominant aujourd'hui sur le développement durable et la croissance verte, c'est que la technologie va nous sauver, etc. Nous, ce qu'on voulait introduire, c'est non, en fait, le gros sujet, c'est la sobriété, c'est les changements de comportement. Maintenant, je n'ai pas la prétention, et moi, ce n'est pas ma formation, c'est, je pense pas ma ficelle, d'être en mesure de porter ce discours-là de manière optimiste, etc. C'est beaucoup plus facile déjà à l'échelle locale. Quand on fait des plans climat, quand on accompagne des territoires à l'échelle locale, on peut faire ça beaucoup plus facilement. À l'échelle nationale, c'est un trop gros boulot que je laisse à d'autres. Et notamment, ce qu'on fait à Avenir Climatique, c'est un petit peu ça aussi. On explore tous ces sujets de psychologie sociale, etc. La question de la culture, de la place du récit, etc. Mais c'est pas un travail de bureau d'études, ça, en fait. Donc ça, c'est plutôt le samedi et le dimanche. Je vais donner la parole alternativement, si possible, à des gens de sexes différents. Juste pour revenir sur cette histoire de consommation des biens cuisinés ou pas cuisinés qu'on cuisine chez soi. Donc je veux bien que vous me réexpliquiez un peu comment ça marche le processus de s'épire quand c'est pas cuisiné chez soi et
du coup, le petit traiteur en bas de chez soi, qui fait en fait la cuisine pour les 42 tours, mais on y va à pied, finalement, ça me semble être pareil quoi, que si je le faisais chez moi. C'est un petit peu plus optimisé, ouais. Bah non, mais c'est tout à fait ça. En fait, l'idée, c'est qu'un plat transformé, déjà en termes de volume, il prend plus de place que des produits non cuisinés pris séparément. Bah, regardez, 200 grammes de pâte cuite, c'est plus lourd que 200 grammes de pâte sèche. Enfin, pas plus lourd, mais on va dire que vous avez moins à manger, quoi. Excusez-moi. En gros, c'est ça. En gros, il y a tout le procédé de fabrication déjà à la base, où là, effectivement, plus vous changez d'échelle et plus vous faites en gros, plus vous allez faire des économies d'échelle. Donc là, le plat préparé, il gagne un petit peu. Par contre, après, il y a tout le reste. Il y a le fait que le plat, vous avez les aliments qui partent du champ jusqu'à l'usine qui fabrique le plat, ensuite du plat jusqu'au magasin et du magasin jusqu'à chez vous. Alors que si vous arrivez à aller plus en direct, à condition que ça ne soit pas vous, toute seule dans votre voiture, qui allez acheter vos légumes par rapport au camion qui peut prendre ça de manière beaucoup plus optimisée. Donc la question des circuits courts, elle est plus complexe que ça. Mais en tout cas, il y a cette question de combien il y a d'intermédiaires et du coup combien il y a de distance de transport. Il y a la question du poids des aliments, comme je vous le disais. Et il y a la question en fait, de l'emballage, tout simplement. Le poids de l'emballage, il rajoute du poids et donc de la consommation d'énergie. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les tonnes kilomètres, combien de poids sur quelle distance on déplace. Et parce que si vous rajoutez à la pâte sèche la tomate qu'il va falloir mettre dedans pour la rendre pas sèche, enfin, il y a d'autres choses, du coup, d'autres aliments. Donc, oui, mais du coup, principalement, vous allez mettre de l'eau, en fait. Ah bon ? Donc, vous allez déplacer de l'eau pour pas grand-chose. Mais le gros sujet, c'est l'emballage, c'est la chaîne de froid, etc. En fait. Le plat surgelé, par exemple, c'est quelque chose qui nécessite d'être à moins 15 degrés de l'usine jusqu'à chez vous. Donc c'est des consommations d'énergie, etc. Idéalement, il faut penser comme les randonneurs, c'est-à-dire c'est les plats lyophilisés, ça pèse rien et ça nourrit très bien. Donc voilà, c'est ça l'avenir de l'alimentation. Avec la question des emballages. Bonsoir. Bon, déjà, moi j'avais lu le rapport cet été et ça avait été vraiment un moment de choc et de réalisation de mettre enfin des images concrètes sur qu'est-ce que ça veut dire d'être ambitieux sur le climat. Donc ça, je trouvais que c'était top. À l'issue de la lecture, le truc qui est vraiment ressorti pour moi, c'est cette approche de résilience. En fait, maintenant, c'est dans ça qu'il faut investir et vers ça qu'il faut aller. Ma question, c'est, je pense qu'on a beaucoup d'infos sur ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour aller dans le bon sens. Quels sont, d'après toi, les meilleurs leviers d'action en tant que professionnel ? Tu vois, dans les choix qu'on fait, dans notre carrière, notre métier, ce dans quoi on bosse, les projets qu'on soutient, etc. Est-ce que tu as une idée des choses qui te semblent plus intéressantes ? Bon, ça dépasse un petit peu le spectre de l'étude. Je vais essayer de faire une réponse. Pour moi, il y a un sujet aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'un certain nombre d'activités économiques ne sont pas compatibles avec une action climatique ambitieuse. Une fois qu'on a posé ce constat-là, on n'a pas tous les mêmes marges de manœuvre. On n'a pas tous la possibilité de changer de boulot, de trouver quelque chose qui est plus compatible que notre activité actuelle, etc. Donc c'est bien d'avoir en tête qu'on a un peu un point de vue situé par rapport à ça. Maintenant, moi, ce qui m'anime au quotidien par rapport à ça, et là c'est vraiment une réflexion individuelle, c'est que, sachant tout ça, et venant globalement d'un milieu où j'ai jamais eu de problème, aujourd'hui avec mon diplôme, machin, je pense que je peux réussir à survivre économiquement dans la société actuelle. Et ben en fait, pour moi, c'est ma responsabilité de me mettre au service de ce sujet. Et c'est de toute façon très difficile pour moi de faire l'inverse, parce que, comme je vous le disais, quand je ne suis pas professionnellement sur ces sujets-là, je le suis à titre bénévole dans des associations. Maintenant, j'ai conscience que, comme je disais, c'est mon point de vue situé et ce n'est pas valable pour tout le monde. Donc les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes. Néanmoins, l'autre sujet, c'est de se dire à quelle échelle on est impactant. C'est-à-dire que personnellement, je sais que dans un grand groupe, j'aurais du mal à survivre, entre guillemets, individuellement en portant ces sujets-là, parce que les processus sont longs, pour tout un tas de raisons. Et du coup, je remercie des gens de faire ce travail-là, de faire ce travail de lobbying en interne. On a besoin des grandes entreprises. C'est pas, de toute façon, du jour au lendemain, on ne pourra pas changer sans elles. Peut-être qu'il faut qu'elles se réinventent sur leur mode d'organisation et tout ça, mais ça, c'est une autre question.
Et donc heureusement qu'il y a des gens qui sont en train de faire bouger Total, qui sont en train de faire bouger GDF, Engie, etc. Et après, je pense que c'est un équilibre entre ce que personnellement tu es prêt à faire en termes de concessions, en termes de confort de vie, etc. et la marge de manœuvre que tu peux avoir. Et c'est une réflexion qui est très personnelle. Vous avez présenté donc beaucoup de solutions sur la consommation, mais par exemple, la densification des habitations, c'est un choix politique aussi. Donc je voudrais savoir, quelle limite entre le politique et consommation vous êtes fixé, et mais aussi, est-ce que vous avez essayé d'aller plus loin dans les solutions politiques, dans notre mode de consommation et de production, etc. Alors, sur la question de l'aménagement, ça tombe très bien parce que c'est assez facile pour moi de répondre parce qu'il y a un mois, on a sorti une déclinaison un petit peu opérationnelle de ce sujet aménagement-urbanisme à l'échelle d'une communauté de communes, d'une commune, etc. Qu'est-ce qui peut être fait dans un plan local d'urbanisme pour, par exemple, favoriser ce qu'on appelle les habitats légers, les habitats réversibles, qui permettent d'avoir un logement sans forcément faire une dalle de béton, par exemple. Toute la question de la densification, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très techniques, qui sont liées à de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Mais donc c'est dispo sur notre site si besoin. L'idée, globalement, c'est de limiter au maximum les zones à urbaniser, ce qu'on appelle les zones à urbaniser, et de, du coup, densifier l'habitat sur les zones d'habitat existants. Et donc ça, très concrètement, quand tu rentres dans le détail de la mise en œuvre de ça, ça veut dire, par exemple, dans des cœurs de bourg un peu historiques, s'autoriser à détruire pour reconstruire. Et donc toute la question de la culture, de la préservation du patrimoine, etc. La question de l'étalement urbain, certes, c'est un choix politique à l'échelle de la commune ou maintenant de la communauté de communes, mais faut pas, les politiques font aussi ce pour quoi on les a élus. Et c'est un choix individuel des gens d'avoir un pavillon individuel. C'est de toute façon tout le temps un équilibre entre les deux, avec d'un côté une demande du consommateur et de l'autre une adaptation de la société, que ce soit l'État, les communes ou les entreprises. Et se dire on va tirer que dans un sens, ça n'a pas de raison. Nous, on a choisi cette approche-là sur la consommation, mais juste d'un point de vue vulgarisation du sujet. En fait, c'est plus facile pour moi de dire il faut que les gens passent de 30 km par jour par personne en voiture à 15 km par jour par personne. C'est plus facile à comprendre que de dire on va diviser par 2 le nombre de kilomètres personnes transportées en France. C'est juste ça. Mais après, ça pose évidemment la question de l'aménagement du territoire, de quelles activités économiques se développent autour, je sais pas, du vélo, des choses comme ça. Mais c'est deux sujets, en fait, c'est deux facettes du même sujet. Et souvent, on retient le chiffre de X% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par 15, 50, 100 entreprises, en se disant c'est vraiment à cause de ces entreprises-là. Bah oui, mais en fait, nous, on boit 6,5 litres de pétrole par personne par jour. On consomme plus de pétrole qu'on ne consomme d'eau dans nos choix individuels. Donc, ce n'est pas uniquement de la faute de Total. C'est les deux, en fait. Est-ce que, j'ai juste une remarque, est-ce que tu ne crois pas que beaucoup de ce que tu dis serait en partie résolu si on payait vraiment le coût des choses qu'on utilise, enfin des usages sur l'habitat individuel, si les gens payaient vraiment des impôts locaux au prorata de ce qui coûte à la collectivité, et ben c'est clair que le pavillon auquel on doit amener le tuyau d'eau, etc., sur des kilomètres, il coûte plus cher que l'habitant de l'immeuble, par définition. Donc en termes d'impôts locaux, il devrait payer plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est pas ça le problème du système ? Ouais, après la logique aujourd'hui, elle est plutôt à l'inverse. Elle est plutôt à l'individualisation des usages que à la collectivisation. Enfin, après, on est sur des... Mais c'est parce qu'on n'individualise pas les coûts, par contre. On individualise les bénéfices, mais pas les coûts. Bah, la facture d'énergie des gens, elle est... Enfin, aujourd'hui, on a quand même 10 millions de ménages en France qui n'arrivent pas à... Non, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Le coût pour la collectivité de certains... Bah, après, il faut réussir à l'évaluer. Sur le carbone, c'est relativement facile, encore qu'il faut se mettre d'accord sur la valeur monétaire d'une tonne de CO2. Et donc dire combien ça coûte à la société une tonne de CO2. Mais après, derrière, il y a tous les autres impacts, la biodiversité, etc. Et ça, à chiffrer, est-ce que en fait, l'outil économique est le seul levier qu'il faut utiliser et quel monde ça construit derrière ? Comme je disais, avec ces leviers-là, on a des gens qui continuent de prendre l'avion et d'autres qui n'ont pas de quoi manger, se nourrir.
Bertrand Séné. Donc, je suis économiste, écologiste. J'avais envie de vous partager d'abord une réflexion que je me suis faite cette nuit, après avoir vu un film qui s'appelle Inception. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a pas mal qui l'ont vu, j'imagine. Donc c'est un film avec Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard. Et ce qui m'a amusé, c'est qu'en fait, ils sont tous les deux très écolos. Et le film parle des rêves et du passage notamment du rêve à la réalité. Comment ça se passe, comment ils arrivent à se réveiller en fait pour se retrouver dans la réalité. Et je me suis fait la remarque que, en fait, j'ai le sentiment qu'on est pratiquement tous encore dans un rêve, qui est ce rêve de croissance infinie, et qu'on n'est pas encore sorti de ce rêve, en tout cas pas totalement. Et je me posais la question, comment on va en sortir en fait? Il se trouve que dans le film, la meilleure façon de sortir d'un rêve, c'est de se tirer une balle. C'est sympa, hein, de mourir d'une façon ou d'une autre. En fait, il faut un choc très violent. Et je me disais qu'effectivement, le jour où on va avoir des pénuries et où on va avoir effectivement, on va manquer de nourriture, bah là, c'est sûr qu'on va se réveiller. Là, il n'y a pas de doute, à ce moment-là, on va se réveiller. Ce serait bien qu'on se réveille avant, effectivement, ce serait sympa. Mais il faut un gros choc, probablement. Ouais, mais la question de est-ce que ce choc existera? Mais justement, c'est la question que j'allais poser. C'est qu'en fait, si on attend le choc, il risque de ne pas être suffisant en fait, pour nous réveiller. Et dans le film, effectivement, à chaque fois, ils disent bien qu'il faut un choc très violent. Et en fait, j'ai le sentiment que en fait, nous qui travaillons sur ces questions-là, on n'est pas assez violents. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on propose des choses, on est assez gentil finalement. Et on dit, voilà, il faudrait faire ça, machin, voilà. Et en fait, on se retrouve face à des gens qui sont encore complètement dans le rêve et qui sont convaincus. Moi, j'étais il y a encore une semaine à une présentation d'un rapport qui s'appelle Zen 2050. Tu vois de quoi je parle ? C'est extraordinaire, ça, les grandes entreprises ont commandé un rapport et alors elles disent avoir avoir consulté Carbone 4 par exemple. Bon, très bien, je veux bien le croire, mais je suis pas sûr. J'ai un doute. Enfin oui, peut-être. Et la conclusion de leur rapport, c'est que super, on va pouvoir continuer à faire de la croissance. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui dites que non, pas du tout. Enfin, c'est juste pas possible. Mais voilà, moi j'ai une énorme question par rapport à ça, c'est comment on va les faire sortir du rêve et les faire revenir juste à la réalité, qui pour nous est totalement évidente quand on travaille sur ces questions-là depuis longtemps. Il y a vraiment besoin qu'on fasse un choc. Et enfin, ce que vous avez fait, c'est un choc quelque part, mais ils n'y croient pas. C'est-à-dire que même quand on leur dit, qu'on leur explique, ils disent non mais ils sont un peu trop pessimistes, on va y arriver de toute façon avec des techniques, des technologies, etc. Donc voilà, j'ai une vraie question par rapport à ça. Puis alors j'avais une toute petite question très précise. Moi c'est sur la question, je suis à peu près d'accord sur tout, sur les conclusions auxquelles vous arrivez. Par contre, j'ai une vraie question sur les zones pavillonnaires. Parce qu'en fait, comme les maisons existent, est-ce que les gens vont continuer à habiter dedans ou est-ce qu'il est souhaitable qu'ils abandonnent ces maisons, qu'elles deviennent des ruines? C'est une bonne question. Effectivement, dans l'étude, on prend en compte le coût de la construction des logements. Donc on fait l'équilibre entre ces choses-là. Moi, ma conviction, c'est que aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, ça va être très compliqué pour certains ménages qui vivent en pavillon individuel de continuer à se chauffer, d'un point de vue économique. Donc, sans prendre ma boule de cristal sur les prix du pétrole, évidemment. Donc il y a peut-être des choses qui vont se faire naturellement. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les logements qui sont bien isolés, etc., il faut les garder. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu à valoriser le patrimoine existant s'il est performant. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout le reste? Et en fait, la question de l'habitat, pour moi, elle vient en second plan. Parce que le premier sujet, c'est où est-ce que les gens travaillent, comment la société est organisée, et du coup, quelle est la distance domicile-travail qu'on peut se permettre, entre guillemets, d'un point de vue sociétal. Mais c'est très complexe à adresser d'un point de vue politique local. Dans les plans climat qu'on accompagne, la question de la réduction des déplacements, ce n'est pas quelque chose sur lequel sociétalement on est mûr encore. Donc on parle du télétravail, etc., mais dans les faits, on se rend compte que plus d'un jour par semaine, c'est très compliqué pour la plupart des gens, qu'il y a tout un tas de professions où c'est absolument pas adapté, et que globalement, quand même, la logique aujourd'hui, c'est l'augmentation de cette distance domicile-travail. Alors que ça a un coût quand même. Et
ça a un coût de plus en plus important. Donc, réponse ni figue, mi raisin. Bonsoir, merci pour la présentation. Parmi la liste de toutes les recommandations que tu fais, est-ce que tu peux donner des exemples d'actions qui sont actuellement entreprises en France ou dans d'autres pays pour donner une vision un peu plus optimiste sur le fait que l'action est possible et qu'il y a des choses qui avancent? Oui. Concrètement, si on prend la question de la mobilité, je ne sais pas si vous avez vu passer les derniers chiffres qui sont sortis la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur la place de la voiture en Île-de-France. C'est la première fois que cette place, que le taux de déplacement en voiture baisse. On est sur une baisse d'environ 5% depuis 2010, alors qu'on était sur une augmentation constante depuis la sortie de la guerre. Et ça s'explique essentiellement par le fait que ça devient très compliqué de se déplacer en voiture, et qu'on a commencé à mettre des alternatives en face, notamment par exemple le vélo. Et ce qui a été fait à Paris sur certains secteurs en termes de vélo, c'est très qualitatif. Et pour accompagner des territoires locaux sur ces sujets-là, j'ai des élus locaux qui viennent à Paris, qui voient les pistes cyclables de Paris et qui disent en fait c'est ça qu'il faut chez moi. Donc ça, c'est des choses qui petit à petit peuvent faire boule de neige. Mais sur ce sujet-là, on a 30 ans de retard sur les Allemands, sur les pays scandinaves, etc. Voilà pour la mobilité. Sur la question de l'urbanisme, pour moi, l'exemple qui caractérise le plus ce qui aujourd'hui est compatible avec nos ambitions de survie sur cette biosphère et incompatible avec nos ambitions culturelles partagées, peut-être pas par les gens dans la salle, mais en tout cas à niveau global en France, c'est vraiment la question de l'habitat léger. Donc un habitat réversible où il n'y a pas besoin de faire de fondation. En fait, on est capable de restituer le sol à l'état dans lequel on l'a trouvé avant de construire sa maison. Donc en caricaturant, c'est une cabane, mais c'est une cabane très bien isolée. C'est du coup un logement qui est beaucoup plus petit. Le fait qu'il soit plus petit, ça veut dire qu'on a moins de place pour acheter des choses. Donc en fait, on réduit ses besoins. Donc tout ça, structurellement, ça permet de réduire son empreinte carbone. Ça permet de s'installer sur des zones qui ne sont pas forcément habitables, etc. Et ça, d'un point de vue légal, on a toutes les dispositions pour le faire. Il y a des territoires qui le font. Il y a une petite commune près de Nantes qui avait ouvert pour une 50aine de logements. Ils ont eu 10 000 demandes. Ils sont accompagnés par une association qui s'appelle Habitat Léger. Donc ça, typiquement, c'est des expériences qui montrent que c'est possible et qu'il y a des gens pour y aller, en fait. Voilà pour l'habitat. Après, personnellement, en faisant certes beaucoup d'efforts, mais j'arrive à avoir une empreinte carbone pas trop horrible. Donc c'est aussi une question de choix individuel et de marge de manœuvre. Comme je disais, on n'a pas tous la possibilité. Moi, j'habite à 15 minutes en vélo du boulot, quoi. En zone rurale, ça serait peut-être pas le même effort à faire. Donc, des exemples, il y en a plein. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ne sont pas culturellement et sociétalement partagés. Des exemples à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire un pays qui ferait ça? Non, ça n'existe pas. Enfin, aujourd'hui, le pays qui a la politique la plus ambitieuse d'un point de vue climatique, c'est l'Éthiopie. Les seuls qui se sont mis dans une trajectoire où en fait ils baissent leurs émissions de gaz à effet de serre alors qu'aujourd'hui elles sont déjà très très faibles. C'est le seul pays. Vous avez la Tunisie qui a une stratégie 2 degrés compatible, mais c'est tout. En France, on est un des pays les plus ambitieux et en termes de mise en œuvre avec le plus de réalisation. Mais c'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Mais on est un des meilleurs. Et c'est toute la problématique du discours politique qu'il y a autour de ça, en fait. Question. Attendez, je vais essayer de changer un peu des gens. Vous, monsieur, tiens. Ouais, ça se passe. Ah non, madame. Hakim, dis-moi quand tu distribues, parce que sinon je vois pas. Monsieur tout à l'heure parlait d'un choc. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il ne reste pas énormément de temps, comme vous disiez tout à l'heure. 8 ans, c'est très court. Dans l'étude, il y a beaucoup d'exemples à l'échelle individuelle. Mais pour moi, sans les lobbying et sans un vrai tournant de l'État, en 8 ans, ça me semble utopique. Du coup, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de cabinets de conseil en environnement
quelle est la place de vos discours et de vos messages dans le gouvernement? Est-ce qu'il y en a une et sinon, est-ce que vous souhaitez aussi en avoir et qu'est-ce que vous ferez pour ça? Parce que selon moi, c'est aussi un acteur majeur à sensibiliser, mais voilà, c'est ce que je me demande. Bah, je ne vais pas me cacher, ça c'est une opération de lobbying. Hein. Certes, lobbying au sens environnemental est peut-être positif si on se place sur un plan éthique, mais ça reste une action d'influence. D'ailleurs, au passage, c'est des choses qu'on a fait bénévolement, c'est pas une commande d'un client, cette étude. C'est vraiment, on a des réflexions et on se dit, bah, en fait, ça vaudrait le coup de les partager. Après, est-ce qu'on est écouté ou pas, c'est une autre question. La réponse est plutôt non. À l'échelle locale, c'est plus facile. Souvent, ça dépend des territoires, mais on arrive à trouver des élus locaux qui comprennent ces sujets-là. Ça peut prendre du temps, mais on est un petit peu là aussi pour ça. Et qui se disent, ok, bah moi, je veux le faire. Je pourrais citer Aix-les-Bains, par exemple, qui va bientôt annoncer l'état d'urgence climatique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait par plein de territoires, avec plus ou moins de choses concrètes derrière. Pour le coup, on est plutôt content de ce qui va sortir à Aix-les-Bains parce que ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux et les messages sont passés. Et derrière, on leur a dit, bah ouais, c'est bien de déclarer un état d'urgence, mais c'est bien de mettre des choses concrètement derrière. Donc, je pense qu'à l'échelle locale, c'est plus facile. Et aujourd'hui, à tous les niveaux, même quand on regarde les COP, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai été observateur pendant plusieurs COP. Et aujourd'hui, la dynamique, c'est vraiment que les États ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient déjà faire. C'est absolument pas suffisant par rapport aux enjeux, mais la mise en œuvre, elle est à l'échelle locale. Et donc pour moi, la question principale, c'est comment est-ce que l'État donne les moyens au territoire pour faire cette mise en œuvre-là. Concrètement, un plan climat, à l'échelle même d'une toute petite intercommunalité de 20 000 habitants, c'est 5 équivalents temps plein d'animation, un animateur sur le bâtiment, un sur la mobilité, un qui va faire le tour des entreprises, un qui va faire le tour des agriculteurs, etc. Et ça a un coût dans un contexte où les territoires locaux ont de moins en moins d'argent, où grosso modo on gèle leur masse salariale et on réduit leur dotation. Donc le sujet pour moi il est plutôt là. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de revendications qui sont poussées par des associations de collectivités ou des bureaux d'études comme le nôtre, où on dit donnez de l'argent au territoire pour qu'ils fassent la mise en œuvre. Justement, pour être un peu positif, comment on fait pratiquement pour changer les choses au niveau d'un territoire? Qu'est-ce que c'est qu'un plan climat? Alors, un plan climat, c'est un truc relativement anonyme qui pourtant est assez intéressant. Toute intercommunalité, donc les communautés de communes ou les communautés d'agglomération, de plus de 20 000 habitants doit faire un plan climat. Donc c'est un plan d'action sur 6 ans où vous travaillez avec les entreprises, les agriculteurs, les différents services de la collectivité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle locale. Donc ça, c'est en train de ça a été lancé sur, je ne veux pas donner j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'une bonne majorité du territoire maintenant va être couverte par ces plans climat-là. Et donc concrètement, on commence par faire un diagnostic, regarder qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre, qu'est-ce qui consomme de l'énergie sur le territoire, est-ce que c'est plutôt le transport, est-ce que c'est les vaches, est-ce que c'est les logements, etc. Et derrière, on va faire de la concertation avec les habitants, avec plus ou moins d'ambition en fonction des contextes locaux politiques, évidemment. Mais l'idée, c'est de trouver des actions concrètes à mettre en œuvre. Et donc, c'est lancer ce qu'on appelle, par exemple, des plateformes territoriales de la rénovation énergétique. C'est avoir sur chaque territoire un espèce de guichet où un foyer il peut arriver en disant moi j'ai une maison à rénover, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas d'argent, et on l'accompagne de A à Z, que ce soit techniquement ou financièrement. Ça peut être un ambassadeur des mobilités qui dit on va lancer un schéma directeur cyclable, on va développer des lignes de transport en commun, mais derrière il faut aussi l'animer, il faut que les gens se disent ok, moi je peux passer au vélo ou je peux passer au transport. Donc c'est ce genre de choses en fait qui sont faites à l'échelle locale et dans lesquelles personnellement je crois plus que l'échelle nationale, qui est verrouillée par tout un tas de raisons. Et aussi parce que, comme on le disait tout à l'heure, à l'échelle locale, les gens voient le bénéfice qu'ils ont en fait. C'est beaucoup plus facile de se dire, quand on est un élu local,
ok, je vais mettre de l'argent sur la rénovation énergétique, donc ça va me coûter de l'argent, c'est chiant. Mais en même temps, derrière, socialement, les gens vont payer moins de factures, ils seront contents. Donc si on les accompagne techniquement et financièrement là-dessus, moi, c'est un intérêt pour moi en tant qu'élu local. À l'échelle nationale, je trouve que les gens ne votent pas pour un président de la République en fonction de ce qu'il a fait pour sa politique de rénovation, quoi. Alors, monsieur. Bonsoir. Oui, vous avez parlé plusieurs fois des habitats légers. Or, en ce moment même, le Parlement français est en train de voter une loi pour interdire l'habitat léger. C'est l'article 14 de la loi Engagement et Proximité. Et par rapport à ça, je viens d'apprendre que demain, à 17h, il y aura une manifestation devant l'Assemblée nationale, place Herriot, pour tenter d'empêcher le vote de l'article 14. Si l'article 14 est voté, ça permettra au maire, sans passer par le juge, de faire une amende de 50 € d'astreinte par jour à toute personne qui prétend habiter dans un habitat léger. Commentaire, pas de commentaire. Bah oui, il y a des forces contraires, c'est clair. Le lobby du BTP. Bonsoir. Je vais poser une question qui va paraître un peu pessimiste encore. Mais dans les études qui sont faites en termes d'empreinte carbone, est-ce qu'il y a des études ou des chercheurs ou des méthodologies qui incorporent les activités illégales? C'est-à-dire en gros tout ce qui n'est pas référencé sous les radars, quoi. Trafic de drogue, je sais pas moi, des charges à ciel ouvert, etc., etc. Est-ce qu'il y a des modèles de prévision qui arrivent à incorporer, on va dire, toute cette partie qui passe sous les radars en fait et qui, à mon avis, est énorme, enfin qu'on sous-estime énormément, quoi. Aucune idée et je ne pense pas. Mon sentiment, c'est que non. Ou alors c'est... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cet exercice-là, je ne pense pas qu'on aurait pu le faire dans beaucoup de pays. Tout simplement parce qu'en France, on est un des pays où il y a le plus de données sur ce sujet-là. La méthodologie de l'empreinte carbone, elle a été quasiment inventée en France. Et l'ADEME est une des meilleures bases de données sur ce qu'on appelle les facteurs d'émission qui permettent de faire ces calculs-là. Donc si vous faites le même exercice en Allemagne et en Belgique, ça ne change pas grand-chose parce que, à part peut-être le facteur d'émission de l'électricité qui va être très différent, le reste, un bien importé en Allemagne, c'est la même chose qu'un bien importé en France. Par contre, dès que vous allez sur d'autres pays hors Europe, là, il n'y a plus rien quoi, en termes de données. Et ce sujet-là, moi, j'en ai jamais entendu parler. Merci. Bonsoir. Je me demandais pourquoi la trajectoire 1,5 degré que vous modélisez requiert d'être 2 fois plus ambitieux que la stratégie nationale bas carbone, alors que la SNBC, logiquement, permet d'atteindre une neutralité carbone en 2050 et d'être à moins 40% en 2030 par rapport à 90. C'est juste une question de budget, en fait. Mais quand vous dites 2 fois plus vite, 2 fois plus ambitieux, ça veut dire qu'en 2030, on devrait être à moins 80%? Ou est-ce que vous avez fait les trajectoires d'émissions absolues plutôt que les trajectoires par empreinte carbone par personne? En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est aperçu que... Alors, si tu me laisses 10 secondes, je te donne les chiffres précis, ouais. Mais en gros, si on veut aligner la France sur une trajectoire 1,5 degré, il faut renforcer d'un facteur 2 la baisse du budget carbone sur chaque secteur. La stratégie nationale bas carbone, c'est on définit sur l'habitat, les transports, etc., quel budget on se fixe d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre. Et ce budget-là, en fait, déjà, il est budgété que jusqu'à 2028. Et en fait, après, on dit que ça sera une trajectoire globalement linéaire par rapport à cette chose-là. Mais en fait, on dépasse le budget 1,5 degré avant 2028 avec la SNBC. Je ne sais pas comment t'expliquer ça plus que ça, sauf en te donnant des chiffres concrets. La SNBC donne tant de millions de tonnes de CO2 sur l'habitat, et nous, on a un budget que de X%. Et du coup, vous n'avez pas fait la comparaison de votre... Enfin, vous avez fait une démarche par empreinte carbone, mais est-ce que vous avez
comparer vraiment avec la SNBC ou les autres types de trajectoires, même du GIEC, est-ce que vous avez fait les trajectoires d'émissions absolues? Genre juste le total en fait. À l'échelle mondiale? Non, juste en France. Ça devient un peu technique, hein, si je puis me permettre. C'est ça, quoi, si je comprends ta question. Ça, c'est l'agrégation de toutes les trajectoires sur chaque secteur. Et donc, ça donne les émissions. Et on arrive à, je ne sais plus combien de millions de tonnes de CO2 en 2030. Et grosso modo, c'est moins que le budget carbone de la SNBC. Alors moi j'avais une question. On a vu du coup que c'était que si on voulait arriver à ces objectifs-là, fallait que le citoyen fasse des changements au niveau de sa consommation et de son fonctionnement, son mode de vie. Mais au niveau des productions, les trucs qu'il consomme, en fait, ils sont déjà produits, ils existent déjà. On parle là de surconsommation, de consommation, mais vaudrait-il mieux pas tout simplement diminuer la production par les entreprises, alors qu'elles pensent pouvoir encore faire une croissance, mais sans que ça devienne du coup ces productions comme du luxe et que ce soit accessible que par de la richesse budgétaire. En gros, c'est ça. Aujourd'hui, on a largement assez de vêtements en circulation en France pour s'habiller pendant 10 ans. On n'a pas besoin d'en produire plus. Ça fait 15 ans qu'on en achète 10 kilos par personne et par an. Les placards sont tous remplis. Donc avant d'avoir des t-shirts qui partent en lambeaux, on a largement de quoi faire. Du coup, on a déjà la solution. C'est faut voir du côté des entreprises, pas du côté du citoyen, si. Question d'offre ou de demande. Encore une fois, c'est deux sujets. L'entreprise, sa raison d'être, c'est de vendre des choses parce que les consommateurs achètent. Enfin, les deux sujets se parlent, quoi. Les jours où il y aura une demande plus importante pour réparer des vélos que des voitures, il y aura plus de réparateurs de vélos que de réparateurs de voitures. Mais il faut que les deux bougent. C'est-à-dire qu'il faut que des entreprises prennent conscience de ça et anticipent ces changements-là. Parce que changer à l'échelle de Noroto, par exemple, c'est quand même un sacré boulot. Et derrière, c'est aussi des contextes sociaux, c'est des emplois, c'est des gens. C'est ce qui fait aussi la société, quoi. On ne peut pas du jour au lendemain dire, en fait, on ferme tous les garages et basta, quoi. Enfin, ça s'organise aussi. Et ce qu'on voulait montrer, c'est que c'est le niveau d'ambition qu'il faut avoir quand on planifie cette organisation-là. Bon, il y a des grands mouvements de foule. On va arrêter à 22h15, pour rassurer les gens. Oui, bonsoir. Moi, je voulais parler un peu plus côté agriculture, parce que vous avez surtout parlé de la diminution de la consommation de viande, mais par rapport à la production, du coup, des céréales, fruits et légumes, est-ce que vous avez pris en compte des agricultures tirées par exemple de la permaculture? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que c'est étudié? Là-dessus, on s'est basé sur les chiffres de l'ENRA, d'une étude qui doit s'appeler « Contribution de l'agriculture française à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre en France » et qui donne en gros pour une dizaine de pratiques, sans rentrer dans les détails techniques, c'est le sans-labour, la méthanisation, etc. En gros, ça donne les marges de manœuvre qu'on a dans les secteurs agricoles avec les meilleures techniques existantes. Et ce qu'on dit dans l'étude, sans rentrer dans les détails, c'est que pour atteindre le budget carbone qu'on avait de disponible pour l'agriculture, il faut qu'on convertisse la moitié des terres agricoles d'ici 2030 à ces meilleures pratiques. Sauf qu'on ne rentre pas dans le détail de combien d'hectares il faut en semi-labour, en semi-couvert, combien d'hectares en non-labour, etc. En labour un an sur 5, pour rentrer dans les détails techniques. Parce qu'en fait, ça dépend des contextes. Et nous, on le voit sur les territoires qu'on accompagne, même à l'échelle d'une interco, à 2 km, sur 2 km, à 2 parcelles différentes, on ne va pas avoir la même technique qui va avoir les mêmes résultats. Donc, il faut bien voir que notre exercice, c'est vraiment un calcul d'ordre de grandeur. Donc, il est très critiquable d'un point de vue précision, et on n'est absolument pas à la virgule près et au chiffre significatif près, mais ça donne les grands ordres de grandeur. Et c'est celui-là, c'est la moitié des terres agricoles qui se transforment d'ici à 2030 vers les meilleures pratiques actuelles. Alors, c'est pour parler du mix énergétique. Le mix énergétique... Est-ce que vous pouvez lever la main?
que je vous vois. Oui, c'est bon. Du coup, est-ce que notre mix énergétique sur la trajectoire de 1,5 degré change ou pas? Ou alors il devient 100% renouvelable, ou alors il reste celui qu'on a aujourd'hui? Très bonne question, j'en ai pas parlé. Il change assez peu. Par contre, on divise par 2 la consommation d'électricité. Et donc, en fait, le parti pris qu'on a fait, c'est qu'on vend de l'électricité à nos amis allemands pour qu'ils ferment des centrales à charbon. Et si, par exemple, vu qu'on ne peut pas faire ce scénario-là et que du coup, on rehausse notre... je sais pas comment expliquer, mais... Du coup, est-ce qu'on peut faire un meilleur mix énergétique pour éviter d'aller jusqu'à réduire 3 fois la consommation de viande, ou aller jusqu'à faire des choses qu'on ne peut pas faire actuellement? On peut. Mais ce serait lequel le mieux? C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Si vous baissez l'ambition sur la consommation d'électricité, ça veut dire de la renforcer sur un autre secteur. Donc c'est des effets de vase communicant, si vous voulez. Maintenant, nous, ce qu'on a fait très concrètement, c'est on maintient au maximum le parc nucléaire actuel. On ferme les centrales au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance en termes de date limite de consommation. Mais on maintient ce parc et on n'a pas forcément la volonté de sortir du nucléaire rapidement en développant des énergies renouvelables, par exemple, parce que ne serait-ce que le coût d'investissement de ce nouveau système énergétique a un coût carbone qu'on ne peut pas se permettre. Donc c'est de l'équilibre, tout en se disant, plus on ferme de centrales, plus on augmente un petit peu quand même la résilience d'un point de vue climat, parce que je ne sais pas comment on gère une centrale nucléaire sans pétrole dans un monde climatiquement instable. Ouais. Bonjour. Moi, la question que m'a apportée votre présentation, elle est liée au métier. En fait, vous avez parlé au niveau de la rénovation de formation de 50 000 artisans par an. On a beaucoup de présentations qui nous disent qu'il faut que notre société va changer drastiquement. Et pourtant, j'ai jamais entendu dans le débat la question de l'éducation, de qui est-ce qu'on forme pour demain et qui est-ce qu'on va transformer, dans le sens où il y a des gens qui vont devoir changer de métier. Et en fait, c'est avec votre présentation que cette réflexion m'est venue. Il n'y a personne qui parle de ça, du fait que y a des métiers qui doivent et vont disparaître, et qu'on ne forme pas assez de gens pour les métiers qui vont être importants pour le futur. C'est pas vraiment une question, plus une réflexion, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites là-dessus? Est-ce qu'il y a des rapports? Est-ce qu'il y a... Il y en a quelques-uns. J'ai en tête un rapport du MEDEF sur cette question-là. Ne rigolez pas, c'est intéressant. Nous, le chiffre qu'on donne, c'est qu'un Français sur 2, d'ici à 2030, doit changer de métier. Donne l'ordre de grandeur. Et du coup, on a pensé à... Enfin, du coup, il va nous falloir des formateurs. Il va nous falloir... Oui, c'est une vraie difficulté technique, sociétale. C'est que plus on est ambitieux en termes de vitesse de changement, plus ces questions-là deviennent très concrètes et se posent. Et aujourd'hui, il n'y a déjà pas assez d'artisans pour rénover les 500 000 logements. Donc si on passe à 1 million, comment on fait? Merci, bravo. Et je rebondis juste sur les choix de métier, les choix de carrière. On peut aussi travailler moins si on a moins besoin d'argent pour consommer, et consacrer 50% de son temps à faire des projets impactants au niveau local, parce que finalement, il y a aussi pas mal de ça qui manque. Ma question était sur autre chose. En arrière-plan de votre présentation, notamment en introduction, il y avait la réception que ça a eue par les médias. Et c'est peut-être quelque chose dont vous nous avez moins parlé. Est-ce que vous aviez prévu une forme de communication au départ? Est-ce que finalement la réception vous a surprise, vous vous y attendiez? Et maintenant que vous déclarez avoir aussi un objectif de lobbying, auprès de qui? Et est-ce que vous voyez un peu comment ça peut marcher à l'avenir? Merci. Alors nous, on n'avait pas d'ambition de communication au départ. On avait une ambition de lobbying, mais auprès des ONG environnementales, où par ailleurs on est engagé, et on se rend compte que c'est difficile de mettre du concret derrière certains discours, où, bon, je ne vais pas te donner de nom, mais voilà, beaucoup d'ONG demandent un changement global de système sans se rendre compte de ce que ça représente. Et donc le but, c'était
de mettre du concret là-dedans pour alimenter un petit peu les réflexions, en disant soit on reste sur des choses qui sont politiquement correctes, parce qu'on considère qu'en termes de stratégie, c'est ce qui est entendable, 20% de bio dans les cantines, soit, et du coup, on réduit, on a conscience qu'en faisant ça, on réduit l'ambition qu'on a derrière, mais on ne peut pas dire 20% de bio dans les cantines et 1,5 degré. Ça, c'est pas compatible. Donc l'objectif, c'était ça. Donc nous, on n'a absolument pas pensé la communication au départ d'un point de vue grand public, médias, presse, etc. Notre but, c'était d'abord de convaincre nos copains dans les ONG environnementales. Maintenant, avec l'infographie de Novetic, ça a pris une autre tournure qu'on n'avait pas forcément prévue, qu'on n'avait pas forcément anticipée, et en un mois, grosso modo, elle s'est transformée en boîte d'affaires publiques, ce qui n'était pas vraiment notre formation à la base, et notre appétence non plus. Mais très intéressant, parce que du coup, on en tire pas mal d'enseignements. Et notamment, moi, le principal point que je retiens, c'est que cette étude, elle est perçue de manière très différente en fonction du point de vue d'où on se place. C'est-à-dire qu'en milieu urbain, elle est perçue de manière très différente qu'en milieu rural. En milieu urbain, ce qui va cristalliser les oppositions, c'est l'avion. Parce qu'en fait, dans notre mode de vie d'urbain, comme on est tous serrés en ville, on a besoin de partir en vacances loin. En milieu rural, c'est les pavillons individuels, c'est la voiture. Quand je fais une conférence à Paris, les gens me disent « Ah ouais, la voiture, oui, c'est vrai, il faut arrêter de prendre la voiture. » Oui, si vous habitez à Ambert-Livradois-Forêt et que votre boulot est à 45 km, vous n'allez pas y aller à pied, quoi. Donc ça, c'est vraiment la question de quel est le point de vue situé qui analyse nos travaux. Et ce qui est très marrant, en fait, c'est de regarder dans le traitement médiatique, parce qu'en fait, ce qui a cristallisé dans les médias, c'est l'avion. Et ma réflexion, c'est que c'est parce qu'en fait, les journalistes sont tous des urbains. Et donc, en fait, ils ont perçu cette étude-là à travers leur propre prisme individuel, en se disant « Ah ouais, mais c'est vraiment des nazis, ils veulent interdire l'avion. » Mais personne n'a relevé la fin des pavillons individuels. Alors que moi, quand je fais cette étude-là en milieu rural, je me fais taper sur ce sujet-là. Et donc pour la suite, vous avez des cibles précises où ça continue d'être les ONG, de traiter le traitement de l'information auprès du grand public? Là, nous, notre objectif à court terme, c'est de donner un peu des clés opérationnelles pour les territoires qu'on accompagne. C'est-à-dire que là, on a fait le volet urbanisme, habitat. La prochaine étape, c'est certainement le volet agriculture, économie. Comment sur mon territoire, j'anime ces questions-là d'un point de vue filière économique. On n'a pas forcément d'objectif de lobbying national, sauf de faire la même chose, mais sur l'adaptation. C'est-à-dire traduire concrètement qu'est-ce qu'un monde à plus de 1,5 degré, comment ça se traduit à l'échelle française, de manière, entre guillemets, à mettre les gens en face des deux rapports et de dire, bon, vous choisissez entre l'un et l'autre. Il y a évidemment un millier de possibilités entre les deux, mais ça, c'est les deux bornes. Ok, on avait promis 22h15, mais il y a des super questions. On va encore en prendre peut-être 2, max. Donc soyez bref. Je donne aux gens qui n'ont pas parlé d'abord. Merci, bonsoir. J'avais une question. Vu qu'il y a cette grande question de savoir si on prend un rapport ou un autre, ou les personnes à qui on s'adresse avec ces rapports, elles prennent un rapport ou l'autre, est-ce qu'il y a la possibilité de faire une déclinaison de votre rapport pour que elles aient l'impression qu'elles ont plus de choix vers votre scénario que vers l'autre rapport qui a l'air un peu inatteignable? Je ne comprends pas forcément très bien la question. C'est en gros de construire le récit positif dont on parlait tout à l'heure pour que le scénario soit plus attractif. Pardon. C'est juste la déclinaison pour le milieu urbain, faire la déclinaison qui va être beaucoup plus intéressante pour eux, de savoir là où il y a l'effort à faire. Et pour les autres milieux, pour chaque milieu, donner là, hop, votre point faible c'est ça, votre point fort c'est ça. Et présenter ces rapports de cette façon, de façon à que les gens ils adhèrent beaucoup plus facilement à ces rapports, qui a l'air très intéressant, qu'au rapport qui n'a pas l'air vraiment de répondre aux besoins de manière rapide. C'est l'objectif. Après, tout ça, ça prend du temps, surtout quand on n'est pas payé pour le faire. On peut faire des donations à peut-être à B. Allez, la dernière question, soyez bref.
s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas parlé, peut-être d'abord, je suis désolé, mais vous pourrez assez voir l'auteur après. Vous avez déjà parlé, je ne sais plus. Non, allez. J'ai pas de bouquin à dédicacer. Du coup, dans votre scénario, quelle place vous avez donnée au nucléaire? Est-ce que vous avez plutôt considéré qu'on allait vers une décroissance, comme la SNPC l'indique, et quelle place à l'EPR aussi? Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez au nucléaire? Je crois. Je suis désolé, ça fait quand même 1 an qu'on a travaillé sur ce sujet-là, donc j'ai pas tous les chiffres en tête parce qu'il y a beaucoup de secteurs et on s'est partagé le boulot avec mon collègue. Je ne veux pas dire de bêtises, mais l'objectif, c'est celui que j'ai donné tout à l'heure, c'était de dire à coût d'investissement dans les infrastructures le plus bas possible, comment est-ce qu'on maintient une production d'électricité tout en divisant en faisant baisser notre consommation de manière à pouvoir exporter cette électricité vers nos voisins. En fait, l'idée, c'était de dire, on a des centrales, elles nous posent des problèmes ou pas, en fonction du point de vue technique qu'on a sur la question. Personnellement, j'ai une formation d'ingénieur nucléaire et je change d'avis tous les jours sur cette question. Il y a des matins, je me réveille pro-nucléaire, d'autres anti-nucléaire, et je pense que c'est un des problèmes, c'est qu'on veut avoir un point de vue arrêté sur un sujet qui est complexe et qui, en fonction des positions où on se place, on ne peut pas avoir la même réponse. Mais bref, l'idée, c'était de ne pas fermer de centrale, de profiter du coût carbone qu'on a déjà payé en termes de construction de l'infrastructure, pour optimiser cette production d'électricité, de diversifier quand même le mix au rythme actuel de développement des énergies renouvelables, tout en gardant qu'en termes de budget carbone, ça passe dans ce qu'on avait prévu. Et grosso modo, ça ne change pas grand-chose en fait. À 12 ans, en fait déjà à 12 ans, c'est très faible en termes de production, enfin de changement du mix énergétique. Donc ça ne change pas grand-chose et l'objectif est de donner de l'électricité à nos amis allemands pour qu'ils ferment leur centrale à charbon. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés jusque-là. Merci encore Guillaume. Notre association Ecocampus ENS recrute pour pouvoir poursuivre ces cycles de réflexion, aussi bien organiser des conférences, écrire des articles, participer à des débats. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir me voir ou alors à nous écrire à ecocampus@ens.fr. Merci beaucoup et merci beaucoup encore Guillaume. Merci pour l'accueil. Bonne soirée.